la dissociation est faux. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. On nous traite mal. On est malheureux là-bas. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette boîte? Ma femme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Spoilers, 5e émission de notre 6e saison et premier épisode filmé, ça s'applaudit. Oui. On a décidé de mettre les petits plats dans les grands. On a demandé à Théophile et Maxime qui sont derrière cette caméra de nous aider à mettre de la vidéo. Et oui, sur notre émission. Vraiment longtemps. On a fait des lives, moult lives, c'est vrai. auparavant sur la plateforme Twitch, et on avait envie d'essayer un format, un petit peu YouTube, discussion. C'est à peu près ce que vous retrouverez, ce que vous retrouvez déjà dans nos versions podcast uniquement audio sur toutes les plateformes. Si jamais vous pouvez peut-être tomber sur Spoilers par cette vidéo, donc exactement. Allez-y. Je me présente, je m'appelle CHP, je suis créateur de contenu. Vous êtes sur ma chaîne YouTube actuellement, d'ailleurs, je crois. On n'en a pas vraiment parlé, mais bon. Écoute, je peux. Voilà. Donc vous m'avez peut-être vu sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, peu importe. Laissez-moi présenter mes comparses, mes amis, mes confrères. Guillaume ici présent. Guillaume, comment vas-tu? Féru. Je suis féru de séries. Oui. Féru de podcasteur, féru de séries télé, des genres de l'imaginaire, de manière générale, voilà, fantasy, science-fiction, fantastique et j'en passe. Exactement. Oui. Je t'écouterai parler pendant des heures. Eh bien, écoute, ça va être le cas. Oui. Et Briac. Hello. Briac Picarelec, doctorant en série. Docteur, pardon. Docteur Eh Bribri. oui. Par pitié, en commentaire, appelez-le toujours Docteur Bribri. J'adore ça. Ça me fera toujours plaisir à moi. Lui, au bout d'un moment, ça va le saouler. Moi, ça va, je vais adorer. Briac, donc tu es docteur en série, non? Docteur en série. Docteur en série. Un tag Twitter un peu agaçant. Professeur série. Non, docteur en études anglophones et je travaille sur les séries télévisées. Tout à fait. Il placera Twin Peaks à un moment donné de cette émission. Prenez-le pour dit. La personne qui met le tag, le timecode en commentaire avec le moment où Briac parle de Twin Peaks gagnera. Pour cette première émission filmée, on devait avoir la 4e personne de notre team Spoilers, oui. à savoir Justine Breton, autrice, universitaire également, maître de personne conférence. sympa. Non, mais c'est vrai, quand on présente les gens, on n'est jamais... Au demeurant, extrêmement sympathique. Sympa, des débats, il nous manque. des anecdotes, toutes sortes de choses, voilà. Qui est un peu loin, qui devait être parmi nous, tout comme Mimi Hegel, alors qui n'est pas exactement, même pas du tout, pour être honnête, de la team Spoiler, c'est juste qu'on a fait plusieurs émissions avec elle. Invité de marque. On kiffe ce qu'elle fait. Est-ce que c'est notre record d'invités dans Spoilers? C'est fort probable, oui. Je crois. On l'avait on a fait un épisode, vous avez lu le titre de cette vidéo, vous savez qu'on va parler de Severance. On avait fait un épisode au début de la saison, je crois. Non, on a fait un mid-saison, je sais plus. On a fait effectivement deux autres émissions consacrées à Severance pour le début de la saison 2 et pour le mid-saison. En compagnie de Mimi et de Guigui, qui nous a envoyé une petite capsule qu'on placera ça et là dans cette émission. Exact. Et bref, elles devaient être avec nous dans cette émission, tant Mimi que Justine, et elles ont été retenues pour une sombre histoire de séminaire d'entreprise, de cohésion en milieu naturel. Voilà. On n'a pas plus d'infos, nos équipes, on aura peut-être quelqu'un en duplex. C'est faux, on a déjà galéré pour monter cette émission. Personne ne sera en duplex. Voilà. Merci en tout cas de nous faire confiance sur cette petite émission. On va parler 1 heure de Severance, de cette saison 2 qui s'achève, qui vient de s'achever. À l'heure où on enregistre, on a vu les derniers épisodes hier. Exactement. Voilà, on l'a vu ensemble et c'est la première fois. Pardon? Peut pas mieux dire, effectivement. Peut pas mieux dire, merci. Merci de m'avoir. C'était hier. Bon pied, bon oeil. Donc, deuxième épisode de cette saison 2 de Severance. Peut-être, t'as un petit résumé, peut-être à nous faire un petit, Allez, oui, tout à fait. Severance. Les grandes lignes, hein. Les grandes lignes, bien sûr. Alors, Severance, bon. Pour ceux qui n'auraient jamais vu et qui se seraient dit pourquoi pas, ça va peut-être me donner envie, quand même rappeler très rapidement le principe de base de Severance. Ouais. Ce sont des gens qui, quand ils se rendent au travail, tout d'un coup, deviennent une personne totalement vierge. Ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils font au travail. Et quand ils sortent du travail, ils n'ont aucun souvenir de leur vraie vie. Ou inversement. Je me suis peut-être trompé, mais c'est pas grave. Vous voyez le concept. En gros, il y a les ini et les outi. Outi, c'est qui vous êtes en dehors de l'entreprise. Les ini, c'est qui vous êtes à l'intérieur. Et les deux ne cohabitent que corporellement, mais partagent le même corps, mais ne se connaissent pas. Le même esprit, d'ailleurs, on verra que dans la saison 2, c'était un des enjeux.
Tout à fait. Et cette saison 2, alors, elle raconte quoi? Elle développe le lore de Severance, qui commence à être quand même de plus en plus conséquent. Et Mark S est toujours autant au cœur de tout ça, mais on va développer, on en reparlera tout au long de l'émission, bien sûr. Hein. Tout à fait, oui. On va parler des plus de cette saison 2, les moins, nos attentes. Briac, tu reviendras sur les théories que tu avais évoquées dans l'épisode mid-season de Severance saison 2, parce qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup de chèvres, beaucoup de différentes choses qui alimentent. C'est incroyable. On débattra également en fin d'émission. Est-ce que les chèvres de Severance sont les nouveaux ours polaires de Lost? Non, vachement plus en termes de prod, vachement plus faisable de faire cohabiter du coup des chèvres avec des humains, alors que les ours polaires plus petits, les chèvres. On compte la taille. T'es mal la taille de la chèvre. Le petit bébé, trop mignon, le petit bébé. Comment ça s'appelle? On a déjà fait le blague. Et donc, du coup, oui, cette saison 2, est-ce qu'on raconte un petit peu la saison 2 quand même rapidement? Exact. Donc, effectivement, on quittait Mark S qui découvrait que la femme de son outil, suivez-nous, ce sera compliqué, mais suivez-nous quand même, était finalement vivante, alors que justement, il s'était embarqué dans toute cette dissociation parce qu'il pleurait le décès de sa femme dans des circonstances étranges, mais bon. Là, tu racontes la saison 1, là? Juste la fin, pour faire la transition. Et donc, on retrouvait effectivement Mark S, donc Lini, à l'intérieur de Lumon, cette entreprise mystérieuse dont on ne sait toujours pas vraiment ce qu'elle fait, mais dont on comprend que c'est une entreprise mondiale qui fait moult pharmaceutique, mais on sait pas vraiment. Voilà. Qui va partir un petit peu en mission pour retrouver justement Miss Casey ou Gemma, comme on peut l'appeler selon qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur de cette entreprise. De là, du coup, il va y avoir plein d'aventures. Ils vont explorer Lumon. En grande partie, ils vont faire une sorte de sortie extrascolaire entre collègues qui va pas tout à fait bien se passer. Et on va notamment suivre le groupe de travail de Mark, donc Irvine, Ellie et Dylan. Ouais. Et on va un petit peu apprendre un peu plus qui ils sont à l'extérieur, qui ils sont aussi à l'intérieur de l'entreprise. On va en apprendre de belles. Et on va en apprendre de belles, effectivement. Tout ça pour aller dans l'objectif un petit peu de savoir quel est ce travail mystérieux qu'ils réalisent, ces chiffres-là, donc ils sont en train de sélectionner, donc on ne sait pas vraiment si c'est un job un petit peu, un shitty job, comme tu peux le dire, un silly job. Silly. C'est ça. Ou quelque chose de plus concret. Et on va voir un petit peu quelle est une partie, en tout cas, du plan de cette entreprise à travers justement cette notion de la dissociation pour creuser, tu l'as dit, à la fois les personnages et qui ils sont, leur ressenti par rapport à tout ça, mais aussi le lore de Severance évidemment et de cette entreprise, encore une fois, Lumon, qui dans le premier épisode bénéficie, je le rappelle parce que je trouve ça rigolo, d'une petite vidéo en stop motion tout à fait rigolote, dont la voice-over est fait par Keanu Reeves. Voilà, l'anecdote, vous avez confié cette anecdote. Voilà, sans trop en dire et sans trop rentrer dans les détails, puisque bien sûr, on ne va pas vous spoiler intégralement cette saison 2, même s'il y a des petites choses qui risquent de passer à droite à gauche. On va spoiler quand même, non mais je veux dire, on va pas s'empêcher de raconter des choses sur cette saison 2, parce que si vous avez cliqué dessus, vous voulez, soit vous avez pas vu, et c'est pas si grave qu'on vous spoil, mais c'est une série qui se regarde même avec des spoils en vrai, enfin c'est pas... mais la preuve, c'est quand, au cours de la saison 2, on en avait parlé, revoir la saison 1 est très qualitatif aussi, alors que tu sais à peu près, c'est juste, il y a tellement de matière, comme c'est une saison 1 qui est quand même très dense, tu ne te souviens pas de tout, mais oui, et puis même si tu connais l'issue, c'est très sympa. Au regard de certaines choses que tu as appris, effectivement, le revisionnage est quand même plutôt sympa. D'ailleurs, il me tarde de rewatch cette anecdote complète, mais j'avais commencé à regarder la saison 1 avant un petit peu la saison 2, et en fait, c'est assez marrant parce qu'au tout début de la saison 1, on voit à un moment donné Cobel, donc qui est joué par Patricia Arquette, qui en fait à un moment donné, il y a eu un souci, je sais plus, un des dissociés a eu un souci, et Cobel rentre dans son bureau et elle dit à Seth Milchick, elle dit Seth, il y a un problème avec Elena, et lui il dit non, c'est Mark S, machin, il commence la discussion, et en fait j'étais là en mode attends, mais en fait ils ont droppé le prénom d'Elena, genre épisode 2. On savait déjà qu'il y avait Elena Egan dans l'histoire. Et non, en fait, on le savait pas du tout. Un énorme spoil déjà, voilà. Je donnais l'exemple. on risque de spoiler déjà. Attends, saison 1. Non, mais donc effectivement, c'est intéressant quand même. Le revisionnage est cool sur cette série, ouais. Briac, j'ai envie de te lancer sur cette saison 2. Peut-être commençons par ce qui a été positif, parce que tout n'est pas parfait non plus dans cette saison 2. Qu'est-ce qui, toi, le truc qui pour toi est vraiment le glow-up de cette saison 2, c'est quoi? Ce qui te vient en premier en tout cas. Ouais. Je pense qu'on a le même. Ah oui? Ouais, je pense. Alors moi je dirais la qualité principale. Déjà le truc qui est marrant, c'est que, tu l'as dit, on l'a vu l'épisode hier.
Et Ouais. j'ai encore du mal à me dire mon avis clairement sur la saison 2. Non pas que Oui. j'ai pas aimé, mais c'est assez riche et du coup j'ai encore du mal à le formuler, mais c'est au moins signe que c'est une série intéressante déjà si on Bien n'est sûr. pas dans le rejet. La saison 2 le confirme. C'est Voilà, c'est ça. Et alors moi, ce que je dirais être la qualité principale, c'est que c'est très stimulant. Il y a vraiment sûr. il y a Pas du tout ce que j'avais beaucoup entendu. C'est vrai en plus. beaucoup de la saison tente beaucoup de trucs. Beaucoup plus d'expérimentation au niveau de l'épisode, en particulier Ouais. sur la deuxième partie de la saison. On a Mhm. l'épisode 7, l'épisode 8, qui joue vraiment sur d'autres structures. Le 10 aussi. Le 10 aussi, voilà. Bon, après, Le dissocié. Ah, excellent. Incroyable. Pardon. Mais, Ce son strident dans le micro, je suis pas habitué. mais oui, donc ça pour moi c'est la qualité. J'aime bien une saison qui dans sa saison 2 tente quelque chose de vraiment différent. Genre c'est pas une redite de la première saison. Ah oui, ça c'est vrai. Mais on va revenir dessus, c'est peut-être aussi la source de certains problèmes de la série. Oh, ça c'est du teasing ça. Je connais. Exactement. Le fameux, on va revenir dessus. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, dans cette saison 2, il y a certaines des scènes que j'ai préférées de la série pour l'instant. Ouais. Alors, Un exemple là comme ça. moi, j'ai adoré la scène au début du final avec les deux marques qui se parlent avec le caméscope interposé. Je trouve que c'est une scène qui est super, qui est vraiment... Spoiler. Ouais, voilà, c'est parti pour les spoilers. Non mais vraiment, il y a Préparez-vous. remettez un cut de Guillaume qui dit alors au risque de spoiler, ils vont ça, se parler les deux. Rebobinage. Je Et- m'excuse. Donc cette scène-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup à peu près tout l'épisode 4, qui est l'épisode de sortie. Le fameux robot. Et, C'est marrant, moi mais- je suis assez mitigé sur ça. Alors moi, je l'aime beaucoup, mais pas forcément pour... On pourrait s'attendre, parce que je vais parler un peu de Twin Peaks. Non, non, parce qu'on m'a contacté... Spoiler. Timecode, hein, n'oublie pas. On m'a contacté pour me dire il est vachement Twin Peaks cet épisode et tout. Et alors c'est vrai que j'aime beaucoup une idée puisqu'on a dans cet épisode Irving qui va comprendre Ouais. ce qui se passe avec Elena dans ses rêves, donc par son inconscient. Donc ça, j'adore, c'est super cool. Surtout qu'on a toute l'idée que on nous suggère que Irving s'empêchait de dormir dans la saison 1 pour Ouais. que ça envoie des visions parce que son Ennis s'endorme et commence à voir des choses et comme ça ils ont pu partager leur inconscient. Enfin bon, ça c'est super cool, mais c'est surtout la dernière scène et tout ce qui se passe avec Irving que je trouve vraiment génial. Ouais. Moins forcément le rêve en lui-même qui est pas particulièrement original dans son onirisme, mais cet épisode je le trouve très très intéressant et très 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 réussi. J'aime bien l'épisode 7 qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup été apprécié. Celui qui... J'ai rien, oui, j'ai rien. C'est quoi l'épisode 7 Si, avec Cobel. Non, c'est Pardon. le 7, Ça, c'est c'est les l'épisode avec la révélation sur on voit Gemma, on voit la vie de Gemma et Marc. On voit Je le trouvais super cet épisode. alors moi je l'aime beaucoup, mais Les gens n'ont pas aimé non, justement, quand les gens ont adoré, moi j'ai des petites réserves sur les flashbacks que je trouve un peu plus convenus que ce que Oui. fait Severance Attitude. Je trouve mais pour moi c'est voulu. ouais, en fait c'est juste que il y a peut-être moyen de trouver quelque chose dans Changer un petit peu, quoi. ouais, voilà, dans la manière de montrer leur amour, les choses, c'est pas Severance peut être plus original d'habitude. Par contre, tout le versant révélation de ce qui arrive à Gemma, notamment moi ce que j'ai trouvé incroyable, c'est on a donc ce plan où on va rentrer à moitié dans les circuits. Alors Voilà, si vous avez vu la série, vous ça. comprenez mon geste. et d'un coup, on se rend compte que depuis le début, il y avait 4 personnes qui surveillaient les héros et qui recevaient les informations. Ce qui est génial, en fait, moi j'adore qu'une série à mystère te donne une réponse comme ça d'un coup, sans te prévenir, en un plan, et ça change complètement ce que tu pensais comprendre. Mhm. Genre, d'un coup, on te dit, bam, c'est pas quelqu'un qui t'explique, c'est regardez, il y a ça en fait. Et toi, t'es ok, comment je rattrape ça? Ça, c'était super. Et je pense que j'ai beaucoup aimé à peu près toutes les scènes avec Milchick dans cette saison. Qui est on met Le bot, hein. le MVP. Ouais, voilà aussi. Il a le prix de la saison. Ouais. MVP. Travis Trimmel. Trammell Tillman, je crois. Trammell Tillman. Aucun de nous deux n'a Nicole Kidman. C'est ça. le bon nom. Nicole, bravo. Moi, j'allais Incroyable dire transformation. le gros point fort. Qu'est-ce que t'as dit? Incroyable transformation. Waouh. Physique. Ah, elle est très très forte. J'allais dire, alors moi, donc, pas du tout. Pas du tout. Peut-être que Guillaume me rejoindra et bon, bah, tu seras extérieur à nous. Mais tout simplement, un truc très simple, c'est que, mais ça va quand même dans ce que tu disais, c'est que cette saison 2 développe énormément chaque personnage. Chaque personnage a pris en profondeur, je trouve. Parfois, moi, je trouve que Dylan, les gens étaient un peu trop enthousiastes sur le développement. Alors, il y a des trucs super intéressants, mais la preuve, c'est Dylan dans ce dernier épisode, parce que dernier épisode, on n'a pas Irving, par exemple, on n'a pas Burt, enfin, on n'a pas tout l'arc Irving, on a Diane, mais vraiment, il y a quand même ce côté tout ça pour ça. Et je trouve que c'était déjà sous-jacent. Je m'attendais pas à ce que l'issue de tout cet arc-là soit un truc waouh. Que là, en fait, son outie refuse sa démission. Fuck you. Top. Tu vois, c'est pas
Le mot, non mais fuck you, le mot qui caractérise direct sur cette saison. Fuck you Milchick. Jusqu'à la fin. Donc il est très cool dans le dernier épisode, mais vraiment, c'était pas capital que Milchick gagne grave en profondeur. C'est-à-dire que dans la saison 1, pour l'avoir revu du coup avant ce 10e épisode, Milchick a une importance bien sûr, mais en fait, moi j'avais pas d'affect pour Milchick déjà dans la saison 1. T'as une envie d'en connaître un peu plus, et là t'as encore plus envie d'en connaître encore plus. Donc ce mec qui n'a pas donc redis-moi Briac, le nom du Trammell Chinman, voilà lui, qui n'a pas une carrière pour l'instant si conséquente, et pas si jeune en plus à mon avis, non, il a un bon 35. Je veux dire, c'est non mais il est oui. non mais dans sa tête bon bref non mais tu vois vraiment je pense que cette série va ouvrir des portes à cet acteur. Ça serait bien effectivement qu'on le voit plus ciné. Son boule a énormément fait parler également. Non mais si vous avez vu sur Twitter, et puis on voit une face plus sombre aussi de lui cette saison. Il le joue bien aussi. Il arrive à être dans un drame, dans un pathétique assez extraordinaire. La thématique du racisme qui arrive en plus dans la saison et qui est avec de l'aveu même des créateurs. Quand on a écrit le personnage et qu'on a fait la saison 1, on pensait pas en fait au fait que il soit noir et l'acteur est venu les voir pour leur dire mais du coup moi en tant que personnage je sais que je suis noir. Ou est-ce que genre je suis un peu comme les autres dans un monde où il y a pas de couleur. Je sais ce que ça implique. C'est ça. Et du coup ils ont dit clairement ils se sont dit ah bah non ça va être intéressant on va parler. Donc c'est à dire que le mec, et je pense aussi à l'anecdote que tu m'avais racontée sur Milchick, ils ont découvert que l'acteur dansait super bien, un truc comme ça. Tu peux nous la rappeler? En gros quand ils ont fait la fameuse scène de danse de la saison 1, la Music Dance Experiment ou Experience, je ne sais plus. Incroyable. Experience, je crois. Mais et que donc ils dansent super bien et c'était pas prévu qu'ils savaient pas qu'il serait un aussi bon danseur. Et donc ils ont été hyper impressionnés et du coup ils ont écrit et jaloux de le voir aussi bien danser. Et donc effectivement quand on sait ça et qu'on le voit qu'il redanse à fond dans le final de la saison, on comprend que ça c'était une des scènes marquantes aussi de la première saison. Ouais. C'est presque en fait ce final pour le coup, je trouve qu'il est à la fois surprenant et en même temps je trouve qu'il l'est moins que le reste de la saison, dans le sens où justement il y a des choses qui se rejouent, qui tombent un petit peu, je trouve, dans une certaine facilité. Je trouve que cette scène en particulier. Tu es en train de dire les défauts là. Je suis pas en train de dire les défauts, c'est vrai. Attention. Donc je vais rester sur les qualités. Toi, tu disais qu'elle était stimulante. Moi, je trouve que c'est une saison qui reste surprenante pour moi. C'est vraiment une série qui est surprenante dans le sens où, et je trouve qu'ils le font vraiment particulièrement dans cette saison 2, on est dans justement, on déjoue nos attentes en permanence. C'est-à-dire que très vite dans cette saison 2, il va y avoir je me dédie complètement, on va spoiler parce que sinon effectivement on peut pas parler. C'était dit dès le début, Guillaume. C'est toi qui as voulu. Je suis désolé, je m'excuse encore une fois. Mais la réintégration de Marc, qui est vraiment un arc important. En tout cas, on l'attend puisqu'on sait que ça existe depuis la saison 1. On nous le présente. On pense que c'est l'enjeu de la saison 2. Finalement, ça vient très très vite dans cette saison 2. Et ça retourne. Pardon ? Et ça retombe très vite aussi. Et en fait, va nulle part. Il y a un moment donné, on n'en parle même plus. C'est que du coup, on s'attend à ce qu'effectivement on creuse ce sillon-là, et en fait pas du tout. On va justement aller complètement ailleurs. Justement, la transition entre l'épisode où Marc subit vraiment cette réintégration de manière assez forte. L'épisode d'après, c'est le fameux épisode où ils sont en extérieur, le fameux Orbo. Et moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un épisode full réintégration avec un truc un peu psychédélique, etc. Et je trouve que la série fait ça tout le temps. Elle le fait parfois de manière surprenante pour développer du lore, parfois pour apporter des réponses qui sont ultra simples. Je pense à l'épisode sur Cobel par exemple, qui est un épisode qui est intéressant, qui apporte vachement en termes de lore, mais qui apporte pas des réponses qui sont tirées par les cheveux en fait. C'est juste que en fait Miss Cobel, elle est importante parce que elle est vachement à l'origine de tout ce bordel. Elle est à l'origine. Et mais il y a même en termes de lore, en termes de je me rappelle, alors pour le coup, faut pas être Sherlock Holmes, mais genre elle trouve le truc qu'elle cherche dans la tête de la statue de Egan. De Kirigan, qui est une espèce de le fait que ce soit symboliquement dedans, le fait que ça développe le côté j'allais dire religieux, c'est peut-être maladroit dit comme ça, mais en tout cas endoctrinement pour le coup, et puis le côté filiation, donc ça donne de l'importance à Cobel. Donc ça revient à ce que je disais du début de vraiment chaque personnage après Irving. Alors après, je sais pas, est-ce que j'adore Irving parce que j'adore John Turturro? Ou est-ce que irrésistible. Et j'adore Irving qui roule des patins à Christopher Walken, c'est voilà, c'est un rêve lucide qui se réalise. Les acteurs qui se connaissent bien a priori et qui du coup ils avaient vraiment cette alchimie sur le tournage de on va jouer sur des ils anticipaient un peu des trucs, ils étaient très complices là-dessus quoi. Et John Noble
qui vient au passage. Vraiment, c'est dans le je savais pas. Et je crois que toi tu le savais, c'était lui ou tu m'as. Mais je crois que c'est dans le season. podcast précédent où j'avais dit justement qu'il y a un acteur. Ah putain, mais qui a été merci annoncé de ne pas en m'avoir casting. spoilé. Et je l'avais pas vraiment. dit, ouais. Et là, le autour de la table, t'as John Noble, c'est vraiment tellement heureux de. C'est vraiment le trio, genre. Et saison 3, je pré-shot, ils vont commencer parce que là, tous les acteurs vont vouloir intégrer le casting. C'est-à-dire que les petits Risque acteurs. d'avoir des Les, têtes d'affiche, les quoi. petits acteurs sont déjà là et vont l'être de moins en moins. Je pense aussi, son nom m'échappe, il y a Drummond et il y a Nathalie. Ouais, Nathalie. Nathalie, c'est ça. Ouais. Natoche. On l'embrasse. Natoche, si tu nous regardes. Et bon, pareil, un peu plus ou moins inconnu. Enfin, tu vois, du grand public, c'est pas, tu Il a été l'associes très pas. versatile dans cette saison. Donc c'est une qualité aussi de la série et des créateurs comme quoi ça doit être une matière première hyper intéressante, hyper stimulante pour les acteurs. Les acteurs ont l'air de s'éclater. Le mec qui joue Dylan aussi. Alors peut-être. J'ai pas de souvenir avec cet acteur dans d'autres. Ouais, on l'a vu récemment dans Fallout notamment. Je l'ai pas dans Fallout, moi. Si, c'est. Non, je l'ai pas dans Fallout. C'est un des personnages de l'abri dans lequel duquel vient l'héroïne de mémoire. Voilà, un acolyte quoi qu'on voit très peu effectivement, mais je te rejoins en tout cas sur l'autre qualité que j'ai trouvé cette saison 2, c'est qu'en effet. C'est une série. Moi, j'ai souvent l'impression que les séries à mystère ont tendance à devoir faire un choix entre justement les mystères et les personnages, ou en tout cas, elles doivent évidemment apporter un peu de ces deux problématiques à faire avancer ces deux chemins-là. Et je trouve que cette saison 2, elle fait pas mal, effectivement, elle creuse ces personnages pour leur donner une épaisseur, si tu l'as dit. On a vu Dylan, on voit tous les personnages un peu en dehors. Tous les personnages prennent et ça, je pense que c'était assez nécessaire quand même pour lancer la suite, en fait, pour qu'on soit un peu plus qu'on comprenne un peu plus leurs problématiques, qu'on développe un peu plus, effectivement. En plus, ils ont deux personnalités en un acteur, donc il fallait qu'on commence aussi à découvrir que potentiellement, il y a des choses qui se jouent entre ces deux personnalités, qui est un peu aussi la thématique quand même de la série, et qui va être une thématique importante, je pense, de la fin, parce que il y a de la fin de la série, je pense, le choix qui est fait entre ces deux personnalités, comment ils vont faire en sorte que ces deux personnalités puissent s'en sortir, en fait, tout simplement, quoi, à terme. En tout cas, peut-être, mais peut-être qu'ils vont évacuer le truc. Mais et ça, j'ai trouvé ça très cool. Et ce que j'ai aussi aimé, je finirai peut-être là-dessus, c'est que la grosse force de Severance dans la saison 1, c'est de présenter un espèce d'open space labyrinthique et très backroomesque, on va dire, quelque chose de vachement en huis clos, quoi. Et je trouve que cette saison 2 ouvre les perspectives, les lieux, on a beaucoup plus de lieux, on a beaucoup plus, les personnages voyagent un peu plus et tout ça. Et pourtant, quand tu regardes comment c'est fait, la réalisation et la manière dont les cadrages sont faits, tout ça, je trouve qu'on reste dans ce espèce de truc un peu huis clos, c'est-à-dire que même quand on est à l'extérieur, on est enfermé quelque part. Ouais. Et ça, je trouve que c'est probablement un twist, moi, pareil, je pré-shot. Cet épisode 4, on arrive à sortie scolaire. Moi, c'était pas du tout. Moi, l'élément qui me fait dire. Même l'épisode avec Cobel, on est dans un truc qui est finalement très restreint. Lui, je suis moins sûr, mais l'épisode sortie scolaire, comment se fait-il qu'Irving ne meure pas de froid? Oui. Tu vois, juste il se réveille. Impossible qu'il se soit réveillé. Si ça vous arrive dans la vraie vie, c'est foutu pour vous. Vous aurez mon visage qui vous dira. C'est foutu. Non, je rigole. Non. Pourquoi est-ce que Irving se réveille comme une fleur? Ouais. Et il a même pas mangé. Il y a pas un truc comme ça. Enfin, tu vois, vraiment, c'est impossible qu'il ait survécu toute une nuit dans la neige. Genre, il est à même la neige. C'est une simulation. Il y a un truc. Je pense que c'est un background militaire Ça ne marche pas. Il faut qu'il ait un background martien. Ça ne marche pas. Les militaires n'ont aucun. Tu veux dire, il est. Non, c'est qu'il est pas du tout dans la neige. Il est dans un truc autre, mais c'est un épisode très très mystique. Ça fera partie peut-être des petits défauts que je lui trouverai pour le coup, mais on en parlera. On va y venir aux défauts. Mais justement, est-ce que c'est un défaut, est-ce que c'est une qualité? Justement, pour faire la transition en ce qui me concerne, c'est que cette saison 2, je me rappelle, mid-season, je crois, au même premier épisode, quand il y avait Mimi Hegel, je disais que moi, j'avais, dans mes attentes pour cette saison, j'avais des moments waouh, tu sais, genre vraiment la fin de la saison 1, moi je m'en souviens encore, j'en avais beaucoup parlé. Vraiment, ce côté waouh était là, j'étais bouche bée, quoi. Là, je l'ai pas forcément eu, même si il y a vraiment beaucoup de moments que j'ai aimés. Et en fait, cette saison 2 m'a un peu expliqué, genre, ça va pas être ça, Severance. Ça va pas, tu vas pas avoir des twists, c'est pas pour ça que tu nous regardes, en fait. Des twists, vraiment, il y a des trucs, on va déjouer tes attentes. Mais si tu nous regardes pour du twist à répétition, je suis pas certain que ce soit l'exemple, pour ça. Et la preuve, c'est l'épisode 10. Avec cette fin
type The Graduate, le lauréat, tu vois, où vraiment ils sont, elle a pas de sens, elle a du sens scénaristiquement, de vraiment le personnage principal fait le mauvais choix, il fait des choix, bref. Pour des bonnes raisons. Je vous fais pas Briac, Docteur Bribri l'expliquera peut-être mieux que moi, mais cette fin est beaucoup plus, cette saison 2, et ils sont beaucoup plus amusés artistiquement que vraiment faire du twist et du truc très casu, très grand public, on va dire. Ce qui est assez étonnant, parce qu'en plus de ça, en effet, je pense que peut-être une des plus grosses hype de la saison 1, et ce qui a peut-être fait tenir les gens de cette attente un peu interminable entre la saison 1 et la saison 2, c'était justement ce final. Tout le monde a parlé de ce final. Tout le monde était là. Ça fait des années qu'on n'a pas eu un cliffhanger de fin de saison comme ça. Lost, et là, ils font le choix, en effet, d'être sur quelque chose. Moi, honnêtement, quand j'ai regardé avec vous, du coup, la fin de cette saison, et c'est marrant parce que j'en ai parlé un peu avec d'autres personnes depuis hier, rapidement, ça pourrait être une sorte de fin, en fait, cette fin de saison 2. Oui, mais on en a parlé hier. Non, si, je refuse. Peut-être, mais en tout cas, je trouve non, parce que ça ne finit rien. Bah, si, ça finit l'histoire de Mark S, quelque part. Après, métaphoriquement, ça t'apporte pas une réponse concrète mais tu peux te projeter dans, tu vois. Il y a encore trop de trucs en suspens. J'aurais été très énervé que la saison 2 soit la dernière, que ça finisse que ce soit la fin de la série. Impossible. Ils ont trop développé de trucs et plein de trucs hyper cryptiques, hyper mystiques dans les phrases de Jamie Egan. Tu vois, quand il voit Ellie, des moments extraordinaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce perso d'ailleurs? Est-ce que même comme moi, vous le trouvez flippant? Vous avez vraiment, moi je rêve, et Jamie Gunn, cette saison 2. Oui, non, pour être sûr. Ah oui, cette saison 2, quand j'ai commencé à y penser, ça m'a rendu fou. Un spin-off sur Lumon, comment Lumon a été créé, sur les Egan, sur Keir Egan, tu vois, The Egans, tu vois, un truc comme ça. Apple TV, on le sait, c'est la galère en ce moment, niveau thune et niveau, plein de niveaux. Et vraiment, c'est le meilleur moment pour nous vendre un. En plus, moi, tu me dis, ce sera un spin-off et saison 3 derrière. Franchement, on discute, quoi. Alors, toi, tu m'avais dit, on en avait parlé hors antenne, que il y aura sûrement des petits flashbacks qui vont intervenir par-ci par-là. Je pense qu'ils peuvent pas se permettre de faire un spin-off parce qu'en fait, dans ce système-là, c'est interdit. Apple refuse. Vous prenez pour qui? Apple ne peut pas se permettre. Je pense pas. En tout cas, pas en même temps qu'ils font Severance, peut-être après, mais parce à la Game of Thrones avec les spin-offs. Ouais, dans le sens où en fait, il y a une économie des réponses et des questions qui fait que si tu commences à avoir une autre série qui commence à répondre, à te montrer des trucs sur les Egan, ça peut foutre en l'air ce que tu... Enfin, tu vois, c'est très compliqué de voir ce que tu révèles dans l'une et dans l'autre, et ce que tu as le droit de montrer ou pas. Ça devient... Pour une série à mystère, je sais pas si... ça serait très dur à faire pour une série à mystère. Peut-être d'autres types de séries. Genre, The Boys, voilà, par exemple, Bodo et Gen V, tu peux imaginer ça. Là, dans ce cadre-là, c'est peut-être trop proche. Alors, un spin-off, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un peu un des trucs sur lesquels je voulais rebondir aussi, qui m'a plu dans cette saison 2, c'est le côté transmédia, qui a été un petit peu développé, notamment, on en avait parlé, transmédia et un petit peu tout ce qu'ils ont pu faire autour pour développer justement l'univers. Genre la promo dans la gare, des trucs comme ça? Exactement. Ouais. Et mais à part ça, du coup, moi j'ai trouvé ça assez fun, tout ce qui s'est passé sur LinkedIn de manière assez étonnante. Ah mais je crois que tu vas m'apprendre qu'il s'est passé un truc sur LinkedIn. Ouais, en fait, c'est très léger, mais il y a eu un contenu spécifique qui a été diffusé, un contenu vidéo avec des acteurs, notamment Minchik et puis Miss Wan, en mode petite vidéo d'apprentissage de bonnes règles en société. Dans la société. Pas qu'il y avait ça, tu savais, Briac? Ils avaient déjà commencé en saison 1, je crois, non? Il y avait la page d'Irving et les gens cherchaient des indices parce qu'il y avait quand il avait dit qu'il avait commencé à travailler à Lumon et tout. Et en fait, effectivement, les personnages ont leur profil LinkedIn et Lumon a aussi sa page LinkedIn, quoi. Et du coup, ils balancent du contenu un peu dédié, donc je trouvais ça très drôle. De se passe sous vos yeux ébahis. Et je me dis que peut-être à l'image de justement les grandes séries à mystère, un peu comme Lost, peut-être qu'ils pourraient diffuser des petits épisodes, des petites choses qui seraient un peu pour nourrir justement les choses sans effectivement être dans une saison spin-off totale. Ça pourrait être intéressant peut-être qu'ils développent ce genre de petites choses. Mais effectivement, un spin-off, est-ce que ça désacralise pas un petit peu une série, un spin-off quelque part? S'il est réussi, regarde House of the Dragon. Ouais, mais ils l'ont fait après, tu vois. Ah, pendant, tu veux dire? J'ai pas d'exemple déjà d'un truc qui... Gen V, c'est pas... Oui, mais en même temps... Angel, mais... The Boys, par exemple, je pense que c'est vraiment... Bon, on n'est pas là pour parler de The Boys, mais c'est vraiment une série qu'on va relativiser sur la durée. Sur le long terme, c'est une série qu'on aura aimée, mais je pense pas que ce soit une série dans 10 ans, c'est pas Lost, tu vois, c'est pas... tu vas me dire, je prends Lost comme exemple, mais...
on va en revenir. Tu vois, ils ont tellement tiré sur la corde que, alors que Severance, on sait pas encore. Hein. Severance, moi, souvent, je me dis, c'est comme Lost saison 2, tu savais pas que Lost allait partir si loin. Saison 2, fin de Lost saison 2, il se passe quoi? La bombe. Explosion de la trappe. De Dharma. La trappe. Voilà. Exactement. 4, 8, 16, 18, le numéro complémentaire. Et je sais pas où jouer avec ça. Complémentaire. Et en fait, il on restait pouvait pas 4 se saisons derrière, douter quoi. que- Tu vois, donc Severance, là, on a moi, ça rejoint un peu ce que tu disais, il y a un peu ce sentiment on a l'impression que c'est déjà la fin d'un truc, on pense déjà à la fin de Severance, alors Et je pense que c'est la fin d'un arc, je pense. D'ailleurs, effectivement, Guigui, avec qui on a un petit peu échangé, qui avait participé au précédent podcast, lui estime que à l'issue pour la saison 3, il y aura un grand gap temporel ouais, c'est possible. et Ouais. une espèce de réinvention de la série ou une représentation, en tout cas, de certains enjeux de la série pour vraiment marquer une coupure entre ces 2 premières saisons et la suite. On verra effectivement, mais ce qui est à noter, c'est que Severance aujourd'hui est devenue la série la plus regardée sur Apple TV, donc ça marche pour l'instant, donc on peut au moins être sûr qu'il y aura 2 saisons supplémentaires. Au moins la On troisième, est on déjà sait un jamais, petit peu mais sur la fin, là, mais c'est pas con le gap temporel, ouais. Moi, je vois un truc de Gemma qui va genre intégrer la résistance. Ouais. Ils vont attaquer, ils vont faire une armée. Et Marc, il sera resté super et il sera jamais vraiment sorti. Il aura bâti une petite vie au sein de Lumon, tout ça. Mais on va faire un petit. Tu parlais de qui? Tu parlais d'eux? Guigui. Oui, t'as mis longtemps. Hein. Oui, pardon. Guigui nous a fait une petite capsule qu'on va découvrir ensemble. Maintenant. Un lancement un peu ringard. Salut, c'est Guillaume, et désolé de pas être là avec vous. Je vous envoie donc ce petit message vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de la saison 2 de Severance, que j'ai en fait adoré. Moi je suis complètement client de ce genre de série avec des épisodes hétéroclites, avec des puzzles à rassembler pour essayer de comprendre ce qui se passe. Vraiment, moi c'est complètement ma came, surtout avec des épisodes aussi léchés, avec une réalisation aussi classe. Alors j'ai lu sur Blue Sky ou entendu dans l'excellent podcast Le Début de la Fin qu'une partie du public était un peu déçue, voire désappointée par la structure narrative de la saison 2 de Severance. Notamment à cause de la fin de l'épisode 3 qui nous promettait une restauration de Mark. Alors à ce moment-là, on a été quand même plutôt nombreux, et notamment à Spoilers, à s'être étonnés de ce choix qu'on attendait, ou en tout cas qu'on imaginait plutôt pour la fin de la saison, comme une sorte de cliffhanger final. Mais il n'en a rien été, et cela me semble assez logique. En effet, après avoir exploré les couloirs de Lumon durant les épisodes de la saison 1 et après l'escapade des inters dans le monde des exters, il n'était plus possible de continuer le concept de base comme ça. On n'aurait pas pu rester plus dans ce schéma d'inter, d'exters et d'exploration de Lumon lors de diverses scènes mystérieuses, sous peine de simplement faire du surplace. Dynamiter tout cela était donc une véritable avancée et c'était forcément nécessaire. Et cela l'a été avec la restauration de Mark donc. Mais pourquoi ce choix? Alors à mon avis, tout simplement pour créer du lien durant toute la saison, parce que comme je le disais dans le podcast précédent, il me semblait pas possible que la restauration soit effective si rapidement, déjà parce que l'exemple de Pity était là pour nous montrer que c'était pas si facile, dans la saison 1, donc il fallait forcément user de subterfuges narratifs pour faire traîner un peu tout ça, en étapes en tout cas. En fait, une restauration possible et effective n'aurait été possible à ce stade de l'histoire uniquement si la saison 2 avait été la dernière, je pense. Or, nous sommes a priori à mi-chemin, puisqu'on nous a annoncé une saison 3 et on fait miroiter une saison 4. Alors bref, donc tout ça, ça crée du lien, car l'attente et le suspense généré autour de ça permettaient de passer d'un épisode hétéroclite à un autre, ou un épisode hétéroclite à un épisode lambda, et l'inverse. Les visions de Mark tout d'abord, puis son gros malaise, et l'appel à Cobel permettait de lier les récits des épisodes 7, 8 et 9, et donc 10, et de ne pas avoir créé ce lien, aurait fait que les épisodes se seraient enchaînés de manière assez brutale et déconnectés les uns des autres, et là ça aurait été encore plus bizarre. Parce qu'en fait, il fallait quand même voir ces épisodes hétéroclites, il nous fallait voir le passé de Mark et de Gemma, il nous fallait avoir l'épisode sur Cobel pour pouvoir avancer, là on le voit, c'est clair. On pourrait me rétorquer que ce lien est artificiel, peut-être, mais écrire une histoire qui vaut la peine d'être racontée et qui soit captivante oblige à cela parfois. Pour moi, tout ceci n'est pas gratuit, car on le sait, la finalité de la série est bien une restauration complète de tous les personnages, alors sans doute que ça rallonge la sauce, c'est vrai aussi, mais le plat est si bon que quelques calories en plus, ça va pas nous tuer. Parce qu'une sauce comme ça, aussi travaillée, moi j'en veux bien dans tous mes plats, dans toutes mes séries. Oui, bon, et puis si à une époque vous avez été capable d'attendre 10 épisodes qu'on vous ouvre une trappe dans Lost, vous pouvez très bien regarder quelques épisodes de Severance comme ça, je pense que ça devrait très bien se passer. En tout cas, si jamais ça continue de vous poser problème, peut-être qu'il faut que vous arrêtiez de regarder des séries à mystère, et peut-être regarder plutôt des films à mystère, comme par exemple, je sais pas moi,
un film de David Fincher, au moins comme ça vous aurez des réponses à vos questions en moins de 2 heures. Et sinon pour conclure, ma théorie selon laquelle Madame Cobell serait une fille illégitime de la famille Egan, et souvenez-vous que la première fois que vous l'avez entendue, c'était dans les podcasts de spoilers. En tout cas, bon, moi je vais vous laisser ici, parce que si je termine pas mon dossier à temps, je pense que Milkshake va me tomber dessus. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine pour parler de la saison 3 de Severance. Salut tout le monde! Merci Guigui pour cette capsule. On était sur les défauts. On y arrive. Le Là, sel attention, arrive. je fais des gestes exagérés avec mes mains. Défaut principal de cette saison 2, Guillaume. Je trouve que Severance commence Là, il va. à vraiment faire chier. Non, à Il a jeté un pavé dans la main. à user de quelques. En tout cas, moi, j'ai eu le sentiment qu'elle usait de quelques facilités scénaristiques déjà. Des apparitions de personnages un petit peu étranges, non expliquées, des résolutions de choses qui, pas trop creusées, parce que sinon tu peux te dire que, notamment dans cette saison 2, et je pense à un certain Milkshake dans des toilettes versus un distributeur de friandises, il y a des trucs comme ça. Ouh là là, je ne vois où pas du tout où tu veux en venir. C'est quoi, c'est une facilité scénaristique? Il y a des facilités, je trouve, Ah, pour qui sont créer- enfermés, tu veux ouais, dire. Ah oui, pardon. pour créer Bah, des surtout, contextes. Milkshake, de l'autre côté, il y a Dylan qui pousse. Tu tires la machine vers toi. Ouais, peut-être qu'elle rentre pas Ouais, dans je la sais pas porte. comment il pourrait là. Il y a pas de prise, tu vois, il est tout seul, c'est hyper lourd. Tu vois. Tu peux que Oui, la et puis pousser, peut-être en qu'elle fait. fait pas l'encadrement de la Tu peux pas la tout à fait. Tu pousses. T'arrêtes, Dylan, tu gardes Il a la réfléchi, force. hein, il a Eh réfléchi. bien sûr. Non mais ça rejoint ce que tu dis, c'est que vraiment, Et il prend des coups de trombone. oui, dessus. alors, il y a un côté Arrêtez un vos petit peu conneries. absurde qui est rigolo, mais enfin voilà, de manière plus générale, je trouve qu'effectivement cette saison 2, et en fait c'est ce qu'on avait déjà dit dans un précédent podcast, je crois, mais ce truc-là a été un peu renforcé sur cette fin de saison. Oui. Le problème de Severance, c'est que c'est une série à mystère, et donc évidemment elle plante des graines de qu'est-ce que c'est, vont être les résolutions de ces mystères, et le problème c'est que s'il faut qu'on commence à faire le tri entre des facilités et des vrais mystères, et que on théorise un peu à vide sur des trucs qui finalement ne sont pas des mystères mais juste un petit push de la narration pour faciliter, pour huiler un petit peu les transitions de choses, je trouve que du coup ça perd un peu de l'intérêt généraux, de l'intérêt général des mystères de manière parce que ça veut dire que peut-être un grand mystère finalement n'aura une explication toute simple. Alors je suis pas contre le fait qu'on m'explique un mystère d'une manière à laquelle je m'attendais pas et que ce soit satisfaisant. Encore une fois, il y a eu des choses que cette saison 2 a faites je ne les attendais pas et j'ai été content de ne pas les attendre. Et d'autres qui, pour le coup... Content de ne pas les obtenir, tu veux dire? Oui, enfin que ça soit une explication autre, quoi, que ce que j'attendais. Tout à fait. Mais Par exemple, si c'est une facilité, tu c'est penses à dommage, quoi quand quoi. tu dis ça? La réintégration de manière générale, tu vois, enfin où ça va, quels impacts quels sont les impacts, tout ça. Pour l'instant, je suis à peu près content de la manière dont c'est géré, dans le sens où c'est pas ce que j'attendais, mais c'est ok. Alors moi, je serais l'inverse sur la réintégration. Oh Ce là serait là là. justement, Ok. Ça y est. mon gros défaut Il a de la repris saison, le pavé. c'était que justement, donc pour resituer pour ceux qui nous regardent, qui ont peut-être Mhm. un peu déjà oublié le début de la saison, mais épisode 3, on a Mark qui décide de se réintégrer, donc avec son nini, alors que c'est clairement quelque chose que quand tu regardes Severance à ce stade, moi j'étais peut-être en saison 3, peut-être un moment, mais genre pas tout de suite, c'est sûr. Et on nous fait, non seulement ils y vont tout de suite, ils le font, et en plus t'as une scène où il se réveille, il se souvient du premier jour de son nini, les choses se mélangent, il dit ça y est, c'est parti, ça va arriver. Et je me disais, c'est incroyable d'oser faire ça, parce que ça veut dire qu'il décide tout de suite, a priori, d'effacer Ini à Outi, et on a un seul personnage, ça change radicalement la série. Et en fait, l'épisode d'après, non, mais ça pouvait être ambigu, ça passe encore, tu vois, on nous dit, bon, on sait pas encore où ça en est. Mais ensuite, tout le reste de la saison, ça n'avance plus. C'est très nébuleux. On sait jamais exactement ce qu'ils voient ou pas, ce qu'ils savent ou pas. Il y a des moments où ils voient des choses de l'autre, etc. Et pour moi, c'est vraiment un gros défaut, c'est d'avoir fait comme s'ils avaient le courage de prendre cette décision narrative qui est ultra risquée et dire, ah, en fait, bon, bah non, on le fait pas En vraiment. fait, oui, Et, on s'avance pas tant que ça. Ouais. C'est ça. Et j'ai lu un entretien du showrunner qui est sorti là à l'occasion du dernier épisode où il dit justement oui, on aimait bien, mais on n'était pas encore prêt à le faire. Ça nous intéressait pas de tout de suite encore aller dans la réintégration. Genre, bah fallait pas faire cette fin-là. C'est Oui, une mais promesse ça mène cette fameuse scène avec la caméscope. Enfin, mais tu vois, écoute, c'est pouvais ne- plus que ça n'a Bah. plus d'importance après quoi. Enfin, c'est pas que ça, non, c'est pas ça, mais Il n'y aurait pas eu la réintégration, on aurait quand même eu cette scène. Justement, c'était d'autant plus... Elle aurait c'est vrai, été très mauvais exemple. Très mauvais exemple. Non, mais non, mais légitime. ils ont fait un peu des caisses. Et puis en fait, il va dans la bagnole, il se réveille, en fait, ça va mieux. Et après, on n'explore plus vraiment ce truc-là.
Je comprends. Bah, il y a l'épisode où il s'effondre au sol et. C'est ça. On laisse croire plusieurs fois que ça y est, flashback, et du puis coup, de ne pas le faire, en fait, c'est Même une fin d'épisode, un cliffhanger, même ça. sur ça. En fait, ça me gêne pas qu'il ne fasse pas la réintégration, Ouais. ça me gêne qu'il nous ait fait croire que c'était parti Mmh. et qu'il l'ait pas fait. Ça fait vraiment, on a eu peur d'y Ouais. aller et Moi, c'est dommage. Ouais, j'aurais trouvé intéressant et bon, voilà, c'est pas comme ça, mais j'aurais trouvé ça intéressant. Pour le coup, je m'attendais et ça n'a pas eu lieu à ce que justement cette réintégration partielle en cours ait un rôle à jouer dans le dernier épisode. Alors, peut-être qu'ils avaient trop de choses à mettre et qu'ils l'ont pas joué comme ça, mais à tout moment, ça aurait pu être un facteur justement qui, dans ce cadre, par exemple. Voilà, je théorise, j'imagine une fin un petit peu différente. Allez-y, Guillaume. Mark S doit faire le choix de sortir ou pas. Et là, tout d'un coup, la réintégration rentre et il y a un combat un peu interne et aussi physique entre Mark Scout et Mark S dans ce couloir devant la porte. Ça aurait pu être intéressant d'avoir cette espèce de combat interne, en fait, à ce moment-là. On l'a pas eu et bon, c'est un petit peu dommage parce que ça pouvait ouvrir des choses intéressantes. Après, en effet, ils le feront probablement parce que Ça va arriver, Bon, mais ça va avec un problème pour le coup que, enfin, pour moi, ça rejoint complètement aussi un problème que ils étirent aussi beaucoup certains je plots. pense particulièrement, enfin moi l'autre problème c'est autour de Cold Harbor, donc le gros mystère de la saison qui va être ce qu'ils font à Gemma, la femme de Mark, où on va avoir pas mal d'infos dans le dernier épisode. On va nous clarifier beaucoup de trucs qu'on connaît depuis le début de la série. On va dire voilà à quoi ça sert. On commence à comprendre à peu C'est près. une des rares réponses claires et précises qu'on a. Sauf qu'en fait, on n'en sait pas plus sur à quoi ça sert fondamentalement. Non, mais parce qu'il y a plusieurs strates. Oui, mais justement, c'est un problème parce qu'en fait, quand c'est l'enjeu de ta saison et l'enjeu de ton final, on sait pourquoi c'est important pour les héros. Genre, ils veulent sauver Gemma. Mais on sait pas pourquoi c'est important pour les méchants, pour le mode. Les méchants. Et pour moi, c'est un problème que du coup, ce qui est en train de se passer ne soit pas totalement clair quand c'est absolument ton enjeu de saison. Pour prendre un exemple de Lost, encore une fois, Lost, chaque enjeu de fin de saison, ça a un truc hyper concret pour la survie des personnages. Et donc, t'es impliqué que vraiment dedans, c'est très clair. Tu vois les tenants les aboutissants. Et ensuite, t'as des mystères à côté, des choses et qui vont être s'éclaircir au fur et à mesure. Mais l'arc de la saison va toujours s'ancrer sur un truc qui est clair. Et là, pour moi, c'est le problème de Cold Harbor. C'est très flou. Ça dure toute la saison. Tout le monde en parle. Personne ne t'explique ce que c'est. Et même quand Mark se trouve face à Cobell qui lui dit voilà ce qui se passe avec Cold Harbor, mais elle lui dit pas plus que ça. Et donc, alors que n'importe qui aurait dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu vois? a- Non, mais oui, mais c'est là où c'est une série. Enfin, je déteste cet argument, hein. Mais c'est de la fiction. ouais, non, mais juste, c'est un film. Non, Oui. oui, bah justement, si tu te dis ça, c'est que c'est pas bien fait. mais N'importe qui aurait pris Cobell. Mais dis-moi, Ouais, c'est clair. qu'est-ce que c'est? Alors après, a priori, on a quand même l'impression qu'il y a une petite élite. justement, que Mark Ouais. cache des trucs. On a l'impression qu'il sait. Et là, il y a C'est sûr qu'il s'est passé un truc. Il y a un tout petit peu trop de rétention d'informations pour nous, pour qu'on puisse totalement être impliqué dans certains moments de la fin. Et en même temps, il donne du Mais il y a d'autres- biscuit, il y a donne d'autres choses. Et en tout cas, ce qu'on peut pas leur enlever, je trouve, c'est qu'ils ont vraiment l'air de savoir où ils vont. C'est-à-dire que Cold Harbor, Oui. ils ont vraiment l'air de dire, nous, on sait très bien ce que c'est, à quoi ça sert. On a tous les tenants et Oui, aboutissants. c'est Voici un bout de ce qu'on veut bien te révéler pour l'instant. Oui, Par contre, méfiez-vous. Vous m'avez rappelé que j'avais oublié, après le visionnage, saison 1, le mec dans le couloir, là, une ombre. Saison 2. Début de Saison 2, pardon. Saison 2. Premier épisode. Ce mec dans le couloir, c'est pareil. À mon avis, ils l'ont mis là. Alors j'ai des infos peut-être. Arrête. Mais c'était un technicien. Alors c'est une. C'est Ben Stiller. Mais en vrai, moi, je rêverais de voir Ben Stiller. D'ailleurs. On en reparlera. Mais alors pour resituer, donc ouais, tu disais c'est début de saison 2, Mark arrive devant le bureau de Gemma et le bureau a été emmuré et on voit une silhouette apparaître derrière lui avec une petite son un petit peu inquiétant. Ouais. On n'en reparle plus. Et alors, ça n'est pas forcément une réponse, mais quand on va sur IMDb, on apprendra que cet acteur, c'est le même acteur qui joue le double de Mark dans l'épisode où ils sont de sortie. Donc Et ça ne est-ce que- résout pas, mais est-ce que ça veut dire que c'est la même l'ombre aussi, c'est son double ou pas? Est-ce que c'est les mêmes acteurs qui jouent les espèces de doubles justement au Alors, testing je floor? crois pas justement. Ok. Donc, il y aurait un délire de doppelganger, Bah, de double. les doppelgangers de l'épisode 4, ce serait le même acteur. Alors est-ce que c'est censé être le même personnage? Je ne sais pas. Et, qu'on voit dans les. Oui, d'accord. Mais ça veut dire que c'est une espèce d'indice que tu es censé avoir en allant regarder les crédits des acteurs, ce qui est un peu particulier. Alors, il ferait un truc comme ça, ils se regardent. Moi, pourquoi il est là, je sais pas. Il y a peut-être un délire temporel. Enfin, c'est ça, moi, je vois. Moi, c'est plus ça. Je voulais revenir sur le côté, ils étirent. L'épisode qui est symptomatique, où là, j'étais colère. Et là, j'ai pas peur de le dire. Je regarde la France droit dans les yeux quand je dis ça. L'avant-dernier. Je ne vous permets pas. Je suis en train de bosser cette imitation. Vous l'avez ou pas? Bon, elle est catastrophique. Arrêtez. Ne réagissez pas. Par pitié, ne réagissez pas. Je ne vous permets pas. Non. C'est encore pire. Arrête. Franck Dubosc. Épisode 9. Irving, le train, la gare et tout. Burt.
soit vous savez pas où vous allez, soit vous vous êtes dit putain Burt et Irving on l'a mis trop tôt et en fait on sait pas ce qu'on va foutre d'Irving. La preuve c'est qu'Irving il est pas dans l'épisode 10. Ça pour le coup je pense que c'était prévu. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'Irving non c'est toi d'ailleurs qui pensais qu'Irving allait revenir dans le ouais en mode mais non non du coup ouais clairement tellement s'il y a un vrai alors on a évoqué plein de petits problèmes mais s'il y a un vrai problème pendant cette saison mais tous les épisodes sont bien. Ah, toi t'aimes pas le 9 mais bon le 9 t'étais colère. Il a quand même des qualités mais passer l'épisode 4 donc encore une fois cet épisode de sortie etc. il y a vraiment un problème. La dynamique globale de la saison ça se disperse complètement. Il y avait dans les 4 premiers il y avait une montée et là on n'a pas ça, ce qui est le contraire de la saison 1 qui avait une progression assez claire qui montait jusqu'au final, une tension qui montait. Là on se perd et c'est accentué par des épisodes qui sont intéressants mais qui coupent la dynamique, qui sont celui sur Gemma, celui sur Mrs. Cobell. Donc il y a ce problème là et surtout ce qui se passe aussi c'est qu'on a beaucoup de temps autour de Mark et je trouve que Dylan et particulièrement Irving, leurs arcs souffrent pas mal parce qu'on va les voir par moment, on va plus les voir pendant 2 épisodes du tout. On revient, finalement, Irving n'a rien dans le dernier épisode. En fait, Irving, il n'a pas, il a avancé psychologiquement avec Burt et tout ça. C'est ça. Encore pire, Irving, on ne sait toujours pas qui c'est. On ne sait rien de ce mec-là. Donc, c'est très dur de s'impliquer. En fait, oui, c'est ça. Clairement, pour moi, il y a une saison c'est pas qu'elle sait pas où elle va, mais il y a énormément d'éléments qui sont posés là sans forcément revenir et créer vraiment quelque chose à l'échelle de la saison. Je pense aussi, on a ces passages avec Nathalie et Riken qui va publier son livre pour Désigny. Et alors, ce sera sans doute intéressant plus tard, mais là, c'est vraiment à l'échelle de la saison. Je sens le pétard mouillé sur Riken, les gars. Je sens, il nous a fait il a eu la gentillesse de nous envoyer un exemplaire dédicacé. Graphiste indépendant. Bon, on a eu la chance d'avoir un exemplaire, mais Riken, je vous le dis, vous êtes beaucoup trop ambitieux sur Riken. Ah, mais on s'en repart. Là, c'est un cut avec l'émission qu'on fera pour la saison 3 ou 4. Riken, c'est pétard mouillé. Et en fait, c'est le truc de Severance. Il y a des théories. J'ai le nez pour ça. Il y a des théories qui vont être alimentées par la fin de cette saison 2 avec le fait que Jamie Egan évoque à Ellie Hart Jane Egan, que il a a priori il a fait d'autres enfants pour essayer de trouver l'esprit. Et un des gens qui disait que Riken serait une espèce de justement de mouton noir de la famille Egan et que c'est pour ça qu'il aurait des trucs à prouver, etc. Bon. Mais moi j'aurais pas forcément besoin qu'il se passe un truc comme ça. Moi c'est juste faites revenir des choses que vous avez introduites dans la saison. Faites que quand ils arrivent le dernier jour, ils ont des bouquins de Riken, ils sont genre qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi on a ça, juste ça, tu vois, genre faites construisez le truc pour que ça tout revienne. Même dernier épisode, vraiment gros problème. On a donc Irving ne réintervient pas, Dylan sert à un truc à bloquer Milchix et tout. Ellie qui est quand même un des personnages principaux, tu regardes dans la saison, à part le fait de revenir d'avouer vraiment complètement son amour à Mark, donc ils couchent ensemble, etc. Il lui arrive quasiment rien. Et là, le dernier épisode, elle a rien à faire. Elle fait un discours I am Spartacus, au brass band là. Et effectivement, sans Justine. C'est ça. Préchote, hein. Et Milchix, pareil, il a tout un arc. On a l'impression que ça va aller vers son confrontation avec Lumos. On a en plus le truc, la super scène avec la statue, enfin l'animatronique. C'est super. Ça accentue tout ça. Ça va nulle part. Et même Cobell, qui donc début de la saison, elle est virée, elle revient. Finalement, elle dit allez vous faire foutre, elle repart en voiture. Finalement, elle décide de revenir. Ensuite, elle repart parce qu'elle a peur de se faire tuer. Elle va dans son truc, elle revient. Elle a peur de se faire tuer. Elle a peur de quelque chose, mais on n'est pas sûr qu'elle ait peur de se faire tuer. On a l'impression qu'elle a peur du. Oui, mais parce que t'as vu plein de films de mafieux où en gros ils disent mais non, montez dans la voiture, il y a aucun souci, et le mec part en courant. C'est ça, mais on sait. Elle le dit pas dans l'épisode 8, un truc genre ils allaient me. Ah, je sais plus. En tout cas, de son point de vue, clairement, c'est ça. En tout cas, elle fuit. Mais du coup, il y a une espèce de. C'est ce qu'on veut nous faire croire, mais on sait. Bon. En fait, on a beaucoup d'attention. Alors, on apprend ce truc super important que c'est elle qui a inventé la procédure de Severance et tout. Mais finalement, dans le dernier épisode, elle sert juste à donner 2-3 infos. Et tu dis, je m'attendais à ce qu'elle soit là, enfin, qu'elle intervienne, qu'il se passe des trucs. Pourquoi elle y va pas avec eux? Pourquoi il y a plein de personnages qui auraient pu vraiment intervenir dans ce dernier épisode. Et c'est un peu frustrant que ce soit restreint juste à Mark, alors qu'il y aurait peut-être eu moyen de un petit peu faire revenir tout le monde parce que la saison 1 avait cette qualité que, le final, on passait du temps avec tout le monde. Enfin, ça culminait vers ça. Donc ça, ce serait vraiment un des défauts pour moi de la saison, et en même temps, en disant ça, je l'ai quand même beaucoup aimé, et je suis content qu'ils essayaient de faire plein de choses avec. Donc ça, c'est
c'est hyper important. Ils ont tenté des trucs, ouais. À l'époque où on se plaint beaucoup de séries justement, notamment sur Netflix, qui balancent tous leurs épisodes et qui sont vraiment bien sûr. dédiés au binge-watching, là c'est vrai que Severance, c'est une série qui travaille son épisode et ça c'est cool. On revient à un truc de diffusion hebdo où en fait tu réfléchis entre chaque épisode, mais même le 9, tu vois, je suis un peu dur, mais l'épisode 9, c'est celui que j'ai moins aimé. Ouais. Mais ils ont essayé. Moi, ça me fait aussi penser, on n'a pas beaucoup parlé de l'épisode 8, après si on n'a rien à en dire de pertinent, on se force pas, mais un truc par exemple l'épisode 8 que j'ai trouvé super, c'est qu'il est court. Il fait 37 minutes, je crois. Il est plus court. Ouais. Et moi, je m'y attendais pas et je regarde et pouf, fin. Et je fais bah c'est déjà, enfin c'est pas un twist, c'est pas du tout ça, mais c'est déjouer les attentes du spectateur, c'est déjà ça pour moi. Et putain, mais faites ça quoi, faites des trucs. Il y a des séries Netflix qui ont fait un peu ça, enfin pas forcément sur la durée, mais sur une forme qui change d'un coup, même pour Netflix pour le coup. Mais vraiment, moi je pense que c'est une équipe qui s'est quand même amusée, tant les acteurs que les. Non. Si. Ah oui, oui. Non, puis excuse-moi. Non, vas-y. Je pense qu'ils vont apprendre aussi justement de cette saison-là. Et on sait qu'on l'a évoqué dans notre première émission, mais il y a eu des petits soucis a priori en termes de production entre les scénaristes et qui Mark Friedman, je crois. C'est Friedman. Et pendant la production de la saison, quoi, en Ouais, l'écriture. ouais. Donc ça a sans doute joué aussi sur un peu forcément ce genre de choses dans la structure de la saison. Moi, je pense, alors on va penser que je suis obsédé par Damon Lindelof, mais clairement le manière Serait-ce faux? c'est vrai en fait, vous pouvez le penser, mais notamment la manière de faire cette saison avec ces épisodes un peu focus là, ça fait vraiment sur des personnages, ça fait vraiment penser à ce qu'il a fait sur The Leftovers à partir de la 2e saison et ensuite sur Watchmen ou sur Mrs Davis, où en gros il structure ces saisons de sorte que chaque épisode est un peu sur un personnage en particulier, mais fait quand même réussir à faire progresser la saison en même temps. Et là je trouve que ils ont voulu faire ça par moment, ils ont pas réussi forcément à le faire de manière aussi harmonieuse que ça peut être dans les séries de Lindelof. Donc ça pourrait venir ensuite. Mais j'ai vraiment pensé j'ai beaucoup pensé à saison 2 de The Leftovers devant Severance parce que c'est mon exemple de saison 2 des années 2010 qui a vraiment qui fait propulser la série à un autre niveau en jouant sur les mystères, en jouant sur des rebondissements, des nouveaux personnages, etc. La saison 2 de Severance n'est pas à ce niveau-là. Donc c'était ma petite déception. J'aurais aimé qu'elle me fasse. Pour toi, la saison 2 de Leftovers, c'est la meilleure saison de série de ces des années 2010, du 21e siècle. Ça c'est 21e siècle, non? Non, pas. quand même pas. Mais il y a tout Lost dans le 21e siècle. Mais non, mais en tout cas, dans les il m'a eu. sans doute. Mais voilà, parce que j'ai quand même plein de qualités. Peut-être espérer qu'on arrive à quelque chose de plus contrôlé dans la narration, un espèce d'équilibre entre ce côté très concentré de la première saison et la capacité à faire un petit peu des encartades d'un côté ou de l'autre, à essayer un petit peu d'autres choses de la saison 2. Et éventuellement, ce serait ça. Mais en tout cas, je trouve que la saison 2 nous laisse sur une situation narrative qui est vachement intéressante. C'est clair. Je sais pas tout en ayant développé des théories, des trucs. Fais-nous un petit topo. Mais sur les théories, coquins, tu nous en avais fait, c'est quoi? Mid-season ou premier épisode, j'avais fait un petit récap. On en était sur les théories de la saison 1, les chèvres. On va parler des chèvres. Écoute, Watch Time parle des chèvres en dernier, s'il te plaît. Ok, je garde les chèvres pour la fin. Alors, j'ai pris donc exactement les mêmes points que j'avais mis. Il y a peut-être des mystères qu'on avait. Ah ok, t'as repris. C'est ça. Alors, j'ai peut-être essayé d'en mettre des nouveaux, je sais plus. Est-ce que ces 10 épisodes ont fait évoluer la plupart des théories déjà, globalement? Alors, oui. On a beaucoup de réponses, étonnamment, plus que moi j'aurais peut-être pensé en fait quand on a commencé la saison, mais aussi beaucoup de questions supplémentaires quand même. On va pas le cacher. Mais bon, en teasing le coquin. Un peu. Alors, une question qui s'était posée, c'était l'objectif des départements, notamment du MDR, celui de nos héros. Bon, on l'a appris, effectivement, c'était Alors, ils sont liés à Cold Harbor, enfin. C'est en tout cas à cet étage-là. On a encore oublié. On trie les humeurs de quelqu'un. Testing floor. Voilà, on trie les humeurs de quelqu'un pour apparemment en faire un espèce d'être coquille vide, quoi. Ça, une coquille vide. Bon, ça on le sait. Maintenant, la question que ça pose, c'est est-ce qu'on a. À quoi ça sert de faire ça? Il y a ça, donc premier truc. Et deuxième question, est-ce que tout le monde faisait ça sur Gemma? Est-ce que chacun des personnages du département avait une personne qui était pour eux? Parce que ils ont aussi des personnes qui les observent. On sait que Dylan, c'est pas sa femme qui est dedans. C'est ça. Alors pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça sert à quelque chose? Que les femmes. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'imagine que ça sert à quelque chose, sinon ils seraient pas là. Et est-ce que Gemma, parce que alors c'est peut-être un peu flou, mais est-ce que Gemma elle l'a pas fait de son plein gré? Est-ce qu'il n'y a pas un monde, ce fameux épisode 8? Il y en a qui le pensent. On sait pas, c'est juste nous ce qu'on sait, c'est qu'elle était là et puis pouf. On sait absolument pas ce qu'elle pense ou pourquoi elle est là. Est-ce que elle est pas bien dans sa vie? Mimi pense justement que Mimi à ce moment, oui, tout à fait, que Gemma part en effet
pour aller à l'Humon et éventuellement trouver une solution aux problèmes qu'ils ont de faire un enfant. De fertilité. Donc elle se retrouve piégée. Il y a un délire de d'elle-même, quoi. fertilité, c'est sûr. Donc, Mais alors et d'ailleurs du coup je rebondis là-dessus parce que je trouve que il y a un problème quelque part pour moi ça crée une incohérence, mais peut-être que c'est voulu, c'est que en effet du coup on comprend que Mark trie les chiffres et qui sont en rapport avec sa femme Gemma, sauf qu'au dernier épisode on voit Ellie qui regarde par-dessus son épaule et qui dit au moins ces chiffres sont joyeux. Ça veut dire que elles sont quand même. Ce n'est pas parce que parce que c'est la femme de Marc qu'il est le seul à Ah oui, pouvoir donc n'importe qui peut faire les chiffres. Bah, je me suis posé la question aussi, c'est vrai. Pourquoi il fallait que ce soit Marc et que ce soit, il y a pas, ça on sait pas non plus. C'est vrai. On se pose cette question-là, donc on a un début de réponse. En tout cas, il y a des infos qui nous ont été données sur ce sujet-là. Ouais. On se demandait, parce que Pity nous avait dit, il y a des gens qui ne quittent jamais le bâtiment dans le pilote. Donc, effectivement, c'est confirmé avec Gemma. C'est quelqu'un qui ne quitte jamais le bâtiment. D'accord. Mais lui, mais carrément, ils habitent dedans avec des petites maisons. On n'en sait pas plus, mais au moins ça c'est confirmé. C'est vrai. Gemma, Miss Casey, pourquoi Marc? Bon, en tout cas, on a vu que effectivement, on se demandait pourquoi en fait il y avait sa femme là et pourquoi alors qu'elle est censée être morte. Bon, on voit que c'est au centre du. Et si c'était pas Marc, c'était Gemma aussi. Voilà. Alors et là, ça y a d'autres questions. Est-ce que dans quelle mesure il fallait absolument que ce soit eux deux? Ce n'est pas clair non plus. Oui. Moi, il y a quand même un truc dans cet épisode 10. Il se fait quand même casser les gueules par Drummond. Ouais. Et il est nul à la bataille. j'aurais pu croire à une scène, en gros, que Drummond, il peut pas non plus trop casser Marc, tu vois, parce qu'il a cette importance-là. Donc, je trouve que le fait qu'il lui démontre, il va pour le tuer d'ailleurs. Il a fini corps là-bas en même temps. Il a fini en même temps, c'est vrai. C'est vrai, tu marques. Bravo. T'es au top. Mais effectivement, du coup, c'est vraiment, c'était un expendable, du coup. Enfin, le gars, il le tue direct. J'aimais bien ce perso, en même temps, je suis super content qu'il soit mort. Il avait fait son, on avait fait le tour du sujet. Un très bon arc. Franchement, enfin, c'est cool. Même C'est bien. plusieurs cordes à son arc, donc, méchant. une harpe. Technologie. Alors, on avait aussi la question qui est Cobel? On a une partie des réponses. On a donc déjà son importance dans l'histoire, qui est la création de la Severance. On a son passé. Elle a été enfant, comment on dit, pupille. Enfin, elle a travaillé enfant dans un truc d'éther, donc vie hyper difficile, etc. Donc, on a plus de choses sur elle. Sans doute des choses qu'on ne sait pas, mais en tout cas, est-ce que le personnage n'arrive pas en bout de course aussi? J'ai pas le sentiment qu'on a encore beaucoup à découvrir sur elle, mais sans dire que non, mais les deux on fait les mains. Y a rien, y a pas d'avis. Non, on sait beaucoup. En gros, je crains que son degré d'importance, c'est qu'elle a créé la Severance. Est-ce que sa famille et tout, ça peut être un personnage qui au bout d'un moment devient une caricature d'elle-même. Je pense qu'il faut peut-être en voir plus sur comment ça s'est créé, pourquoi elle l'a créé. Enfin, moi, je trouve, en fait, je vais vous dire, j'aime bien l'épisode 8. Donc, effectivement, j'aime bien son côté un petit peu très sobre, avec juste cette journée qu'elle passe dans la ville où elle a grandi, enfin le village où elle a grandi, etc. Mais avec, je peux pas m'empêcher de penser que ce qu'on nous apprend aurait été beaucoup plus puissant sur un épisode flashback. Si on l'avait vu enfant, si on avait vu cette ville à l'époque, si on avait vu ce qui s'était passé, et si on avait vu inventer la Severance. Mais j'imagine d'abord qu'il y a des choses qui ne veulent pas révéler encore. Et deuxième truc, que ça coûterait très cher, parce que là c'est une série qui a coûté extrêmement cher. Et je sais pas, j'ai pas de très cher. J'ai plus les chiffres, mais parce qu'on pourrait croire, de décors quasi uniques. Ouais, mais il y a un énorme boulot de mise en scène, d'effets spéciaux, de décors, etc. Des spéciaux beaucoup? Ah, il y en a beaucoup, par exemple. En dehors du 4 et du 8, énormément sur même la Lumon, c'est un vrai bâtiment, mais on en rajoute. Je crois qu'il y a beaucoup, même tu vois la première scène quand Marc court dans les couloirs, il y a des passages en image de synthèse, ensuite ça reprend. Enfin bon, il y a un énorme travail de post-prod. J'ai vu un TikTok d'un gars qui fait un modèle 3D du parcours de Marc dans ce couloir, et en fait ça ne colle pas, en fait, ça marche pas. Et j'ai trouvé, c'est encore mieux. C'est encore bravo Ben. Ça marche super bien. Mais oui, enfin, j'ai pensé que ça aurait pu être un flashback, mais tout ça pour dire qu'il y a peut-être encore des choses à apprendre sur la manière dont elle s'est fait voler l'invention, etc. Ça peut encore être intéressant. Donc on a mis Cobel, s'était demandé le testing floor, ce fameux testing floor. Qu'est-ce qu'il y a, tout le monde veut aller. Bon, on sait maintenant ce qu'il y a dedans, on sait à peu près à quoi il sert, même s'il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Oui. Alors, les chèvres. Les chèvres. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a un département qui s'appelle Mammalian Nurturable. Alors, ce qui est déjà particulier parce que c'est 2 adjectifs, donc ça n'a aucun sens, il n'y a pas de nom. Oui. Donc ça ne marche pas. Enfin bon, bref. Et vrai. On sait que du coup, on tente de sacrifier un bébé chef pour qu'il guide l'esprit de Gemma jusqu'à Keir. Alors, est-ce que ça veut dire que depuis le début, c'est juste pour ça qu'ils ont des chèvres? C'est très bizarre.
tout petit j'y peu crois, hein. décevant, mais en même temps, bon, pourquoi pas. Mais on va dans le côté rituel, religieux de Lumon. Sachant qu'a priori, c'est pas la première fois. Oui, c'est ça. Elle a dit plein de fois. Alors, ça pose d'autres questions. Ça veut dire combien de fois ils ont raté Cold Harbor avant d'y arriver. Est-ce que ça veut dire que tous ces sourires qu'on voyait dans le truc de Keir, c'est par rapport au dentiste, les trucs de dentiste que fait Gemma dans ses séances. Alors, je sais plus le truc. Bon, combien de personnes en fait? Combien de personnes avant de réussir à faire Cold Harbor? Donc voilà, on a cette info sur les chèvres. Est-ce que c'était le fin mot de l'histoire en fait? Et pourquoi des chèvres? Pourquoi ils ont besoin d'en faire autant? Pourquoi il faut que les gens s'y attachent? Pourquoi vous faites un... Puis même le fait que un sacrifice en général, quand c'est un sacrifice rituel, tu le fais en public. Là, c'est juste 2 personnes qui le font. Non, mais si, le côté rituel, normalement, quand c'est... Tu vois, ça fait partie d'un truc pour une communauté. Donc c'est étrange même juste pourquoi on le fait. Enfin, il y a plein de questions. Ok, ça va, tu m'as rechopé. C'est pas des incohérences, tu vois. Ça pose encore des questions sur... même en termes de... Enfin, imagine que les choses se soient passées comme c'était prévu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, donc Gemma serait morte d'une certaine manière. Et le but c'était d'enterrer la chèvre avec elle. C'est ça. Où? À quel moment? Est-ce que c'est vraiment un décorum? Ça c'est vraiment un truc qui va évoluer dans les saisons futures. C'est très très bizarre, ça rentre dans le côté peut-être pas 0 mais 1 d'informations. Et n'oubliez pas que James Egan aussi qui dit rien à voir avec les chèvres, ce que je veux dire. Mais je repense à ce truc. Moi j'ai vraiment fait ça, j'aime bien ce genre de truc un peu l'ascenseur. Et il dit vous allez tous les tuer. C'est James ou c'est... Non, pas, oui, c'est pas Ian, c'est le médecin. je sais plus comment il s'appelle. Le pansement, là. Oui. Il dit, non, faites pas ça, vous allez tous les tuer. Donc, c'est vrai qu'on sent la sincérité du personnage qui dit, non, mais c'est pas que je veux pas que vous partiez, c'est que si vous partez, ils vont tous mourir. C'est qui il? C'est qui elle? Est-ce qu'on parle des Gemmas? Est-ce qu'on parle de... Je suis persuadé que c'est lui qui est amoureux. Donc, on nous a montré qu'il était très attaché à ça et qui va. Oui, mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit, vous allez tous les tuer. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il aime juste pour les versions de Gemma? C'est une grosse ficelle scénaristique on pose ça là de créer un enjeu, tu vois, que nous on a entendu, qui peut paraître... On se souviendra de ça. Les personnages ils vont penser à autre chose, ils vont plus y penser, mais nous oui, tu vois, c'est vraiment ça. C'est raccord. C'est pas parce qu'il l'aime, il aurait pas dit ça, il aurait dit reste, je t'aime. C'est raccord avec une des thématiques importantes de cette saison 2 qui est de dire en gros si les gens s'ils décident de ne jamais revenir à Lumon, quelque part on considère qu'ils tuent leur ini. Il y a l'enterrement de Erwin. Il y a tout l'échange entre les marques entre guillemets de dire que bah voilà, enfin moi je sacrifie ma vie pour la tienne, donc j'ai l'impression que ça vient juste enrichir entre guillemets cette thématique de c'est des vraies personnes et à partir du moment où elles ne reviennent pas à Lumon, bah elles sont mortes quoi. Donc je sais pas, j'y crois pas une seconde. Je suis pas d'accord avec toi. Mais écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Rendez-vous en saison 3. Et pardon, excuse-moi. On a juste ensuite les mystères qu'on avait notés, mais sur lesquels on n'a pas progressé. Donc on avait noté que Lumon et l'eau semblaient avoir des liens avec l'élément liquide. Et donc on a des choses en plus. On a par exemple quand ils font cette fameuse sortie, on a une espèce d'allégorie sur l'enfance de Keir qui nous est racontée et qui tourne aussi là autour d'une source. Beaucoup de choses ambivalentes. On est vraiment dans le religieux à ce moment. Voilà, on nous réinsiste l'espèce de château d'eau, le fait que ce soit une goutte d'eau leur symbole. Bon, ça n'en saura pas plus. Puis on nous parle, mais je crois en plus ça rappelle dans la saison 1 le tableau, il regarde l'eau là, c'est pas Keir partage son eau, je sais plus, on nous donne le titre, mais c'est bon. Il y a vraiment un truc qui se passe avec ça, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus sur toute cette histoire de... Alors peut-être que ça va rester là, mais on avait ces politiciens qui, dont la femme était enceinte dans ces fameuses maisons qu'on a vues, qui ont le système de Severance, pour ne pas avoir à vivre le fait d'être enceinte. On ne les revoit pas. On n'a aucun souvenir de ça. Ouais, le chalet est utilisé. Une réminiscence de ça. Ouais. On nous a donné l'idée que il y avait d'autres enfants, comme tu le disais, de Egan. Peut-être que ça va jouer, mais on n'en a pas appris plus que ça. C'était pas forcément une question la plus pressante, mais on se pose en fait surtout des questions sur l'utilisation de la Severance au-delà de cet endroit-là. Est-ce que c'est utilisé d'autres manières? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Bon, ça reste encore assez j'ai hâte de voir aussi énigmatique. On l'a évoqué rapidement, mais Irving qui était le gros mystère, son outie à la fin de la saison 1, on apprenait qu'il avait l'air donc lui d'enquêter sur Lumon, d'avoir un plan assez clair, et des infos et tout. Je me souviens. On n'a rien appris de plus de la saison, alors qu'on a eu 2 ou 3. On doit appeler quelqu'un, on n'en sait rien non plus. Et ça m'amène au deuxième point. On arrive à Regabi, donc qui est le personnage qui, dans la saison 1 et 2, pop d'un coup pour un peu aller chercher Marc, pour lui faire des trucs, l'aider pour l'intégration. Mais on n'apprend rien de plus sur elle. Donc c'est un personnage qui est
qui n'est pas caractérisé outre mesure, donc c'est dur forcément de rentrer un petit peu dans son histoire, et qui nous révèle pas plus de choses sur ça, sur ce qui s'organise contre Lumon. Donc ça reste vraiment le gros point. Il y a une rébellion. Il va y avoir un lien de Gemma et Gabi. Sans doute, mais je trouve qu'ils ont manqué une occasion. Rejami. En fait, le problème, le gorilla. En fait, il y a quand même aussi un problème narratif qui est peut-être un mystère, mais Regabi, du coup, elle est très très insistante sur le fait de réintégrer Mark. Alors, Regabi appuie le côté Mark, c'est Néo, quoi. C'est l'élu, tu vois. Il y a un côté, elle a l'impression de cerner l'importance que lui, il a, quoi. Ouais. Elle sait pour Cold Harbor, j'imagine. Donc, mais elle sait que Gemma est vivante, c'est comme ça. D'ailleurs, ça fait partie justement des mystères qui sont désamorcés très vite. Au moins pour les personnages de la série, puisque on du coup très vite. Ah non, mais elle est vivante. Elle est vivante. C'est vrai. C'est effectivement la dernière fois que je l'ai vue, elle était vivante. C'était pas si longtemps, quoi. Ah, ok. Et si la réintégration avait été jusqu'au bout, en fait, ça pose la question de savoir si Mark aurait été en capacité de faire ce qu'il a fait du coup à la fin de la saison. Enfin, je veux dire, est-ce que le but était quand même la réintégration? A priori, le but était que Mark soit en capacité de pouvoir sauver Gemma en étant réintégré. C'est ce que lui vendait Regabi, en fait. Oui, ça a été complètement. le levier, quoi. En quoi ça aurait été facilitant dans cette démarche-là? Au final, je sais pas trop, quoi. Pour avoir accès au Winnie, quoi. Mais parce que là, elle savait pas comment aller parler. En tant que Mark Scout, pour se diriger dans Limon plus facilement. Peut-être. C'est encore des choses. Mais elle avait l'air quand même bien vénère, enfin bien pressante dans le fait d'y aller et de le faire vite, quoi. Alors peut-être que c'était pour sauver Gemma parce qu'elle savait que quelque part il y avait une espèce de compte à rebours. Mais encore une fois, de compte à rebours. Et encore une je suis là que pour faire des blagues. Hein. Vraiment, je n'ai aucun intérêt dans cette discussion. Je finis là-dessus, mais encore une fois, en fait, je trouve ça quand même bizarre que Gemma meure si Cold Harbor est terminé. C'est l'enjeu de la fin de la saison 2. En fait, pourquoi il termine Pearl Harbor, en fait? Il a qu'à pas le terminer. Alors, certes, elle reste prisonnière et peut-être que c'est reculer pour mieux sauter, accomplir sa destinée. Je sais pas. Il y a quand même un truc que je trouve un peu étrange de ça, ok, j'accepte de le faire, de cette fin de saison. Peut-être qu'il est encore dans l'hésitation et qu'en fait, cette hésitation dure jusqu'au moment où il doit choisir entre Gemma et Ellie. Oui, c'est pas. C'est Ellie quelque part. Peut-être que jusqu'ici, il est plein de bonne volonté, parce qu'en gros, il se passe là les trucs, tu vois. Oui, et puis c'est Ellie qui le convainc de le faire quelque part en lui disant, mec, moi je serai jamais, je suis qui je suis à l'intérieur ou à l'extérieur, voilà, nous deux, ça sera vraiment chaud, quoi. Donc ça fera partie des révélations. Mais tout comme le fait que la sœur de Mark est une traîtresse et que elle a Rickon autour d'elle pour faire genre, c'est une couverture pour faire genre, c'est impensable qu'une meuf comme ça ait un Rickon. Après, j'ai déjà dit dans le dernier épisode. Tu restes bloqué là-dessus. Beaucoup de femmes malheureusement ont des femmes super ont des Rickon sous leur toit. Mais c'est impensable et à chaque fois elle arrive comme un cheveu sur la soupe. À chaque fois, encore là, qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi elle est jusqu'au chalet d'Evon et tout ça? Parce qu'elle aime son frère? Non, je trouve que le début de la saison, je vois clair dans ton jeu, Ben. Et je m'adresse à toi directement derrière la première caméra. partie de la saison 2, elle continue de jouer très bien ce relationnel frère-sœur, avec elle qui vraiment essaie de confronter Mark sur les choses et tout ça. Il y a vraiment un truc qui est cool. Et au bout d'un moment, effectivement, à partir du moment où elle prend un peu le truc en charge, quand Mark tombe du coup inconscient et tout, là effectivement le personnage devient un peu plus étrange dans sa manière de gérer le genre. Il faut appeler Cobel. Il y a autre histoire. Tu sens que là où elle est plutôt si non mais pourquoi pas. Elle est plutôt critique de la situation. Ça fait partie de mes attentes. Je sais pas ce que c'est vous. Je vous pose la question. C'est quoi vos attentes? J'ai bien envie que cette relation Mark Devon évolue. Et elle évoluera quoi qu'il arrive. Mais au-delà des révélations, parce que vous pouvez me dire oui, je veux en savoir plus sur les théories. D'accord. Je pense que on a tous envie. Mais c'est quoi des axes peut-être que vous avez envie de voir un peu se développer sur cette saison 3? Moi, j'aimerais que, en fait, on fasse trouver un moyen de réunir de nouveau plus le quatuor original des personnages qui fonctionnent très très bien ensemble et qui créent une vraie dynamique. Oui. Et qui là a été, mais ça fait partie. Il fallait. Enfin, on voulait notamment qu'on souffre de la disparition d'Irving du INI. Donc, il fallait nous l'enlever un peu. Il faut que ça marche il faut que même nous, narrativement, on sent un manque. Mais là, il faut les faire revenir, il faut les faire collaborer, il faut qu'il se passe des trucs. Il faut avoir des scènes où tu as les 4 outies ensemble, par exemple. Imaginez Dylan, Irving et Mark qui retiennent Elena en otage, enfin des choses comme ça. Et tout ça. Carrément, le mec. Oula. Elena, elle va pas déraper comme ça. Hein. Il a dérapé. Mais vous voyez ce que je veux dire, genre des choses comme ça. Et moi, beaucoup plus, en fait, moins de personnages qui évoluent dans leur coin,
Cobel et Gemma ensemble, tu vois, qui collaborent pour faire quelque chose, et Regabi, et plus nous dévoiler de choses sur effectivement cette résistance, plus de départements de Lumon, ce qu'on a peut-être aussi manqué à part. On a la musique aussi depuis épisode 10. Oui, l'espèce de marching band qui arrive. Alors tu te dis, imagine, c'est des mecs, ils sont pas du tout musiciens, et un jour ils prennent un trombone et ils savent jouer un trombone maintenant parce que leur ini il est en train de jouer du trombone toute la journée. C'est vrai, putain, j'avais pas pensé à ça. D'ailleurs, trombone c'est plutôt comme ça, pas comme ça. Mais personne n'avait remarqué. Un trombone. Il est fort. Mais ouais, ce serait ça. Plutôt au niveau du personnage, ce serait ce genre de choses qui me plairait. Guillaume. Oui, j'ai juste préciser un truc que j'avais beaucoup aimé dans cette saison 2 comme très rapidement. En saison 1, je trouve que le truc de la dissociation et le côté ini-outi était très ludique, et je trouve qu'on se rendait pas on se rendait moins compte de la réalité de ce que ça impliquait vraiment, et je trouve que cette saison 2, notamment, il y a les 2 premiers épisodes avec 100% à l'intérieur, 100% à l'extérieur, mais ça se joue aussi un peu plus tard dans la saison, on se rend vraiment compte de ce que qui est Mark S en fait, c'est ça, c'est vraiment mais même Dylan, même et ça je trouve que c'est très très bien fait aussi, c'est une des qualités je trouve de nous avoir vraiment montré un peu l'horreur finalement de ce truc 100% travail, tu sors jamais de là quoi. Mes attentes, en fait c'est compliqué parce que cette fin de saison elle projette des choses qui semblent un peu évidentes, en mode Elena et Mark S un peu leader d'une espèce de rébellion des Ini à l'intérieur, tu vois. Moi j'aimerais voir une exploration du bâtiment, par exemple, en mode vraiment, pour le coup, backroom, c'est-à-dire tu t'enfonces dans les profondeurs du bâtiment, tu découvres des pièces incroyables, bizarres, énigmatiques et tout ça. Ça, j'aimerais bien parce que je trouve que c'est une des forces esthétiques de la série et on a l'impression qu'on est en train de se détacher un peu de ça, et donc j'aimerais bien qu'ils gardent quand même un pied là-dedans. Le côté un peu révolte à l'intérieur, effectivement, bon, je suis moins fan de cette idée du côté un peu élu, machin. Après, bon. Non, moi, je pensais que ça dépend comment c'est fait. Que tu parlais de la, non, j'ai fait le lien avec, moi, le côté, quand je dis Gemma va chercher la résistance et tout. Ouais. Ça, pour le coup, ça m'intéresse un peu moins. Ouais, mais même. Ça m'intéresserait un peu moins, mais en même temps, tu vois, Mark S et Ellie R qui, justement, eux aussi sont un peu le chef de file d'une révolte désignée, tu vois. Ça, je sais pas trop ce que ça peut donner. Ça pourrait être intéressant. Et je vois pas trop comment ça peut se passer autrement, d'ailleurs. Mais. Ouais, ça peut. Mais la série nous a habitués à nous surprendre, donc en même temps, je pense qu'on attendra, j'aurai pas ce que j'attends. Ouais, parce que je disais, ça peut être, est-ce que genre on nous rencontre la résistance, en fait c'est des salauds, ils sont encore pires que Lumon. Enfin, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Ouais, ou genre ils ont leur vie à eux, ou un truc comme ça. C'est une autre boîte en fait, c'est des concurrents. Ouais, tu vois, ce genre de truc, ça pourrait être intéressant. Ah ouais, Ram nous dit que c'est les seuls à faire de la dissociation. En fait, pour l'instant, en plus, Severance nous montre que ce qui se passe en dehors de Lumon globalement est tout aussi bizarre. Je pense à l'entreprise de porte dans lequel Dylan essaye de postuler en début de saison, qui a l'air d'être aussi étrange et bizarre que du coup Lumon, et en fait on connaît pas vraiment cet univers. Cet univers est tout aussi fucké effectivement, et Rick vend des livres, donc voilà. Oui, des livres un peu étranges. Et effectivement, on s'attend à ce que Gemma sorte. Le contre-pied pourrait être que finalement, elle soit chopée direct dans les. C'est toi qui le disais. Oui, rien ne nous dit que vous étiez en train de. Rien ne nous dit de ce qu'il y a derrière cette putain de porte. Comment l'humain peut avoir une porte de sortie pareille? C'est impensable. Donc en fait, il y a des trucs qui semblent un peu évidents, mais finalement, je pense que c'est un peu compliqué au-delà de la. De pourquoi effectivement, qu'est-ce que cherchait à accomplir James Gunn, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière la dissociation en termes d'enjeux pour l'entreprise Lumon, ce genre de choses. Mais sinon, c'est vrai que je sais pas à quel point la série va devoir se renouveler, parce que on a quand même mine de rien atteint une sorte de point de bascule qui est assez important pour les personnages. Donc et je trouve que le pied de nez un peu de se dire la fin de la saison 1 nous dit ok, il va falloir sortir Gemma d'ici. Mark va devoir faire sortir Gemma d'ici. Fin de saison 2 nous dit, ok, Gemma va devoir faire sortir Mark d'ici, quoi. Et il y a une inversion qui est intéressante. Puis c'était les Ini qui allaient chez les Outi, et là c'est un Outi qui va chez les Ini. C'est ça. Il fait miroir entre les deux, quoi. Et la fameuse réintégration qui fait que ça se trouve, on peut imaginer un truc, je théorise là, mais du coup, full Mark S qui, avec Ellie R, vit sa meilleure vie, s'enfonce dans les profondeurs machin, et tout d'un coup, les effets de la réintégration arrivent, et Mark Scout, du coup, se retrouve à devoir un peu essayer de fuir de lui-même, son ennemi intime, quelque part, qui se révèle. Ça peut être aussi hyper intéressant comme sujet à creuser, donc peut-être ce genre de thématique, qui peut être cool à creuser. On verra. Toi
Moi, c'est le lore. Hein. J'ai envie, je suis trop excité de savoir qu'est-ce que c'est Egan là, qu'est-ce que c'est la création de cette entreprise. C'est vraiment Lost, c'était un peu la même en fait. Hein. Moi, j'adorais le côté Dharma, le côté passer de l'île, le pied de la statue. Tu vois, c'est vraiment ces trucs un peu mystiques, un peu chelous que j'aime bien. J'ai vraiment envie de voir. Et même là, la discussion entre Milchick et l'animatronique là. Ouais. Dont on n'arrive pas à savoir si est-ce que c'est enregistré ou pas. Ça m'excite trop. Ouais. Et puis vraiment, ce lore là m'intéresse beaucoup, plus même que, en fait, moi je suis pas quelqu'un qui théorise beaucoup dans ma tête en fait. Vraiment, je prends les informations qu'on me donne, je me fais des plans. Ah ouais, tu vois, Devon par exemple, mais je sais que c'est le niveau Theorycraft 0. Enfin, c'est pas du tout brillantissime. Il y a des gens qui devinent des trucs de ouf, tu vois. Je ne fais pas partie de ces gens. Mais moi, j'ai envie qu'on me nourrisse. Quand j'ai revu la saison 1, la balade dans la maison de Egan, tu vois, où ils ont leur loto bingo là. Ouais, c'est trop cool. Ouais. Et moi ça m'excite trop. Dans Westworld aussi d'ailleurs, ça me fait penser à Westworld qui avait un peu un côté comme ça, un côté la maison. Bref, ça j'aime beaucoup. Et le reste en fait, surprenez-moi en fait. Moi je suis pas un spectateur si exigeant en fait. Je sais que j'ai l'image, donc spoiler, d'être le relou qui dit qu'il aimerait aimer, mais en vrai, saison 2, on peut pas aimer 10 épisodes. Je trouve que je suis pas du tout déçu de cette saison 2. L'épisode 10 aurait pu être vraiment charnière dans mon avis. L'épisode 9, je reviens pas là-dessus, j'étais courroucé. Épisode 10, ok, c'est bon. J'en ai eu pour mon argent. Il est long en plus cet épisode, on n'a pas parlé de sa durée, mais il est long. Donc honnêtement, j'ai pas plus d'attente que j'aimerais comprendre. Il y a une part de moi qui veut comprendre qui sont ces gens. Le tableau, quand il arrive à la fin, il y a tous les personnages, il y a les trucs en haut. Qui sont ces gens, qui est le board, je pense, qui oui, mais en même temps, on sait pas. Tu vois, on sait pas si c'est. Bref, tout ça, j'ai envie de savoir. Board, et c'est une bonne question. On fait la blague souvent. Les chèvres, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de où va cette histoire de chèvres. Non, parce que c'est un peu le running gag. Tu vois, les ours polaires, on faisait la blague. J'en ai rien à foutre. Je suis pas sûr que même sache où ils vont. Moi, j'aimerais que chaque saison nous rajoute encore un truc sur les chèvres. Tu vois, genre à la Dark, en fait, saison, ils rentrent dans une pièce, il y a une chèvre, elle fait 15 mètres et on l'expliquera pas. Ouais. Et ensuite, ils passent et chaque fois on rajoute un running gag. Ouais. Ça pourrait, c'est peut-être ça. Hein. Et j'aimerais, on faisait la blague, mais j'aimerais, j'ai envie de voir les acteurs qui vont intégrer ces nouveaux personnages. Je leur fais vraiment confiance sur ça, qui vont intégrer du gros personnage principal. Je ris parce qu'on a notre réalisateur derrière la caméra qui dit oui, mais qui n'a aucune idée de quoi on parle. Il n'a pas vu. Il a sacrifié sa journée pour cette vidéo et on lui a spoilé intégral. Excusez-moi, pardon d'insister, mais mettez-nous un extrait de Guillaume au début de l'épisode qui dit on va spoiler vite fait. Je peux le refaire hein, si vous voulez. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur cet épisode? Ah voilà. 200 millions de Alors, on t'a pas entendu, je crois, mais la saison 2 a coûté 200 millions, c'est énorme. Alors, est-ce que ça fait déjà 1 million? Je fais cette blague à chaque fois. Ah, il y a eu les retards, il y a eu la grève des scénaristes. C'est vrai aussi, c'est vrai. Elle coûte très cher de base. Peut-être regardez combien coûte la saison 1. Oui, mais il y avait le Covid, alors je pense pas que ça va nous aider non plus. Non. Ce sera quoi pour la saison 3? On peut avoir ça comme attente, c'est que la saison 3 du coup arrive un peu plus vite que la saison 2. Ça, alors Ben Stiller s'est engagé à ce que ça ne prenne pas 3 ans. Mais 2 ans et demi. On va sais pas. Franchement, oui, prenez votre temps. Écoute, je sais pas. C'est trop quali pour. Non, prenez pas votre temps. Avant, on faisait 22 épisodes par an. Merde, les gars, faut se bouger, quoi. C'est vrai. On a marre de cette histoire. C'est pas possible. Rien à rajouter du coup. Non, globalement, je pense que ça reste effectivement une saison 2. Je sais pas si elle éclipse la saison 1, mais non. En termes d'images marquantes, elle en a plus, je pense, que la saison 1. Et Apple TV a réussi son pari en termes de... La saison 1 avait pas beaucoup fait parler. Sur le tard. Ils en étaient même un peu déçus. C'est peut-être entre les deux d'ailleurs. Oui, saison 2, nous on a commencé à être contents. Nous. En fait, spoiler, ça a lancé la hype. C'est ça. Non mais le truc dans la gare à New York dont tu parlais, les trucs comme ça, je pense que ils ont réussi leur pari et qui est un pari ultra important maintenant pour. Étrangement, ça a fait parler quoi. Le gap très long qu'il y a eu entre les deux saisons a peut-être été bénéfique pour la série quelque part. Peut-être. Bizarrement. Je sais pas. Bizarrement. Et il n'a pas du tout été pour Invincible, qui tombe dans les bas-fonds. Invincible est en train de couler dans les bas-fonds de Prime Video. C'est con parce que l'appli est super en plus de Prime Video, elle est super bien fichue en plus, vraiment sponsorisée. Un jour on fera un épisode entier sur l'application Prime Video. Mais merci beaucoup les gars pour cet épisode. Non, tu me regardes comme si j'ai cru que t'allais dire. Non, moi j'ai bien kiffé en vidéo. On peut débriefer maintenant. Ça vous a plu?
Non, j'ai détesté. Je souhaite qu'on arrête. Ça fait longtemps qu'on y pense. On a tourné C'est autour. intéressant. On a fait des On est lives dans la même ville, effectivement, On aimerait faire des émissions en public aussi, en refaire. Ouais, Parce qu'on est à Rennes, si vous ne le savez pas, on est breton. Enfin, souhaite. En fait, moi, je suis d'origine. Moi, je suis normand. Ouais. Non, mais oui, on aimerait. Et en vidéo, on a beaucoup kiffé. Je ne Ça peux lance pas. un nouvel arc pour spoiler, ça serait cool. Ouais, j'espère. Mm. Pas 3 ans avant un troisième épisode. Bon. C'est ça. Merci à Maxime et Théophile. J'ai hésité sur le prénom. Je suis un enfoiré. En même temps, ça fait 15 heures qu'on est là. On a eu un nombre de problèmes techniques que vous ne saurez imaginer. Et c'est une phrase un peu galvaudée, mais qui est vraie. Cet épisode n'existerait pas sans Maxime et Théophile. Merci beaucoup les gars, vous êtes derrière. Ouais, on fait des cœurs avec les doigts. Oh, tu le sais bien. Bah ouais, parce que maintenant les jeunes ils le font. Ouais, bah, c'est bien, c'est pour ça, moi je sais Nous, pas le faire. faisait comme ça. Avec cœur. Et Ou comme ça aussi. oui, c'est vrai, il y a comme ça. Plein de cœur. Et là, ça fait vraiment. C'est plus K-pop, je crois. boomer. Moi, on m'a dit que C'est coréen. ça faisait un cœur en coréen. Un cœur coréen. Ouais, cœur coréen. Cœur coréen, le nom de mon album, genre à la rentrée. Cœur coréen, c'est de la K-pop. Bon, allez, arrêtez-moi. Ça y est, c'est le moment de lâcher l'affaire. Et puis, si ça vous a plu, j'ai envie de dire, voilà, vous mettez des commentaires en fait. On le répète à chaque fois, des petites notes, des petits trucs. qui parle hors manche. Ouais, c'est ça, suis dégueulasse, extrêmement regarde, oui, mais- dégueulasse. Mais pour la première fois, oui. on peut réellement, vous pouvez le faire aussi avant parce que nos épisodes sont aussi sur YouTube. Mais là, vraiment, il faut aider cette vidéo, il faut la pousser. Si Ah là, ouais, là, voilà, si quoi. vous voulez nous soutenir, il y a déjà plein de gens qui nous soutiennent en vrai. On parle souvent des étoiles à mettre sur les applis de podcast et vous êtes plein à le faire. On a 4,9 je crois sur Spotify. On a un excellent score. Ouais, sur et Spotify. continuez, attention, Ouais. On se on ne se repose pas sur ses acquis. effectivement. Sur ces, c'est ça? Oui. Sur ces lauriers. Non, on blague. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font. Mettez des commentaires pour le référencement et des likes. Tout ça, vous connaissez de toute façon. On n'est pas les premiers youtubeurs, j'allais dire l'enfoiré qui dit ça. Non, n'hésitez pas à faire du référencement dans les commentaires. On répondra. C'est ma chaîne d'ailleurs, donc je répondrai à 100% des commentaires de cette vidéo. Je m'y engage. Même si vous me parlez de charcuterie et de bossa nova, c'est vous dire si j'y répondrai. Sur cette chaîne, il y a également la dernière vidéo là en date. C'est une vidéo où on fait le lien entre Lost et Severance. Et cette vidéo a été coécrite par Briac. Si il y a des passages où vous dites ah c'est bien écrit, c'est Briac. Voilà. Moi c'est le reste, c'est les blagues convenues sur le fait on fait un crash d'avion. Voilà, c'est mes blagues à moi. Ça, c'est cette partie là. C'est vraiment une blague que je fais dans la vidéo. Je sais, je l'ai vu. Voilà, vous pouvez aller pour vous moquer sur cette vidéo. N'hésitez pas, même à cette vidéo, à mettre des liens. Peut-être je vous mets un lien directement d'ailleurs dans la description ou à la fin de cette vidéo. Vous verrez, vous pourrez cliquer directement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je voulais mon téléphone. Hop là, qu'est-ce qu'il y a qui est caché derrière Icon? Mon téléphone. Et bien sûr, spoiler, c'est un podcast, donc vous pouvez aussi, si vous avez aimé ce que vous avez vu, notre discussion, ce genre de choses, c'est un truc qu'on fait depuis quoi? Bah du coup, 6 ans. Bah ouais. Voilà, festival aussi, mais on vous racontera une prochaine fois l'histoire du festival de spoilers. Mais moi j'ai beaucoup kiffé en tout cas cette émission, c'est une première pour nous, donc on prend aussi tous les avis. Ouais. N'hésitez pas, il y a des critiques à faire, peut-être des petites désynchronisations par-ci par-là. Ça on sait, ça vous n'êtes pas obligé de nous le dire. J'arrive pas à le faire. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis on se donne rendez-vous le mois prochain. Allez. Ouh là là, il y a eu un blanc, c'était terrible. Le plus tôt possible. Le mois prochain étant le mois de mai, le beau mois de mai, mois de mon anniversaire. Bien sûr. Ah bah pourquoi écoute, pas pour mon anniversaire. Le rendez-vous est pris. Non, mais oui, le plus vite possible. Et vraiment, on va essayer. Tout ça a été une grosse mise en place pour essayer d'en faire plus. Donc, oui. Et merci LunaWeb aussi. On les remercie ou pas? On peut complètement remercier LunaWeb. Merci beaucoup LunaWeb de nous héberger. C'est étalé là. Tout votre open space, on a pris toute la place possible. Bref, si vous avez des sites internet à faire, faites-les faire par LunaWeb. LunaWeb, tout à fait. Vous met le lien de LunaWeb. Ça fait plaisir. Bien sûr. Dans la description. Sponsor de l'émission. Bien sûr. Complètement. Et merci à eux. Et on se donne rendez-vous très vite. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, je l'ai pas dit. C'est ma chaîne. Abonnez-vous, la chaîne de CHP. Abonnez-vous. Voilà. Non, mais pardon. Pardon de le dire. Faut tout dire. Oh non, il a dérapé, il a fait Pascal Pro. On s'est retenu tout l'épisode. Allez, on cut. Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek. Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop.
Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus. Trax.